Sur YouTube, j'ai abordé de nombreux mystères Reddit. Aujourd'hui, revisitons certains des plus troublants. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus troublants, abonnez-vous et activez les notifications pour en voir plus. Pour soutenir la chaîne, devenez membre Ko-fi ou de la chaîne pour accéder à des vidéos non coupées et à d'autres avantages, ou laissez un pourboire via le bouton « Merci » sous la vidéo. Merci à toutes celles qui y pensent. Si vous vous abonnez à cette chaîne, il y a de fortes chances que vous aimiez enquêter sur les mystères d'Internet, tout comme moi. Je rencontre souvent le problème de ne pas pouvoir accéder à certains sites ou contenus bloqués dans mon pays. Il y a quelques jours, un post a été publié sur le subreddit Reddit Bureau of Investigation intitulé « Quelle pourrait être la raison pour laquelle quelqu'un a opéré mon chien ?» Pour résumer le post, Opie vit seule dans une zone résidentielle qu'elle décrit comme assez sûre et lorsqu'elle sort, elle laisse son labrador dans le jardin. Un jour, en rentrant du travail, elle a remarqué que son chien avait subi une opération. Des plaies étaient visibles sur son abdomen et sa fourrure rasée. L'autrice a emmené le chien chez le vétérinaire qui s'est rendu compte que de la graisse avait été retirée pour une raison inconnue, mais que tous les organes étaient intacts. Ils ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un ferait cela, mais ont reconnu que la personne avait bien travaillé. La vétérinaire et la réceptionniste ne se rappelaient pas avoir vu le chien ni aucun labrador ce jour-là, ce qui a fait penser à l'autrice que quelqu'un avait opéré le chien lui-même ou l'avait emmené ailleurs. Elles ont appelé d'autres vétérinaires de la région, mais aucun ne se souvenait avoir opéré un chien de ce type, alors elles ont signalé l'incident à la police. Heureusement, le chien va s'en sortir. Il souffrira quelques semaines, mais devrait se rétablir complètement. C'est ce qui compte. Mais que s'est-il passé ? Ce n'est pas seulement étrange, c'est terrifiant. Imaginez rentrer du travail et découvrir que votre chien a été opéré sans raison connue. L'auteur a précisé qu'il n'a pas d'ennemis et ne voit pas qui pourrait faire ça. Mais même s'il en avait, pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille ? Il arrive que des gens s'en prennent aux animaux de compagnie par vengeance, mais ce serait une méthode étrange. La personne aurait pu kidnapper le chien et demander une rançon, ou même lui faire du mal si elle voulait vraiment nuire à l'auteur, mais à la place, elle a juste fait une opération apparemment inutile. J'ai tellement de peine pour le chien, ça a dû être une expérience vraiment effrayante pour lui, mais même si ça prendra un peu de temps pour guérir, il ira bien. Quel était donc le but ? Si c'était un avertissement, il devrait y avoir eu un mot pour le préciser. On pensait que quelqu'un l'avait percuté en voiture ou qu'un autre chien l'avait attaqué, puis qu'il avait été soigné chez le vétérinaire avant d'être ramené. Ça expliquerait pourquoi il n'y a pas de mots. Si quelqu'un conduisait de façon irresponsable ou si son chien avait perdu le contrôle et attaqué ce chien, il est logique qu'il ne veuille pas l'admettre s'il ne voulait pas avoir de problème et ne voulait pas que son propre chien soit euthanasié. Mais il y a quelques problèmes avec ces théories. Premièrement, ce chien ne saute pas les clôtures et aucun voisin ne l'a vu hors du jardin. Il est donc très improbable qu'il soit allé sur la route ou près d'un autre chien. Un voisin possède une caméra de surveillance, mais après analyse, la police n'a rien trouvé d'explicatif sur les images. Sa présence dans le jardin à l'arrivée de l'auteur suggère soit un événement dans le jardin, soit à l'extérieur si le chien est sorti et que la personne impliquée connaissait ou a reconnu le chien, savait où il vivait et l'a ramené. Il est possible qu'un autre chien soit entré dans le jardin et qu'il se soit battu. Mais les voisins n'ont rien vu ni entendu et aucune blessure ne montrait que le chien avait vraiment été impliqué dans une bagarre. Il n'y avait ni ecchymose, ni os cassé, ni rien de ce genre et il n'y avait pas non plus une quantité importante de sang dans la zone. La chronologie est étrange. Opérateur était au travail environ 5 heures. Peut-être un peu plus avec le trajet, ce qui reste court pour qu'il se passe quelque chose, que le chien soit opéré et ramené dans ce délai de 5 ou 6 heures. Certains utilisateurs se sont alors demandé si la personne ayant pris le chien était vétérinaire et avait effectué l'opération ou un simple médecin sans expertise animale. Certains ont même suggéré que le vétérinaire consulté par opérateur aurait pu réaliser l'opération. Il a été noté que les points de suture ne semblent pas très bien faits. Ce n'est pas un mauvais travail, mieux que ce que je ferais, mais ce n'est pas très bien non plus.
Le vétérinaire a peut-être dit que c'était du bon travail parce que c'était le sien. Mais là, on entre vraiment dans la spéculation et il n'y a aucune preuve concrète pour montrer que c'est ce qui s'est passé. Une autre théorie est qu'un étudiant en médecine aurait pu utiliser le chien pour s'entraîner. Quelques personnes ont suggéré cela, mais ça ne semble pas vraiment logique. Un étudiant en médecine aurait sûrement accès à des cadavres pour s'entraîner plutôt que de prendre un chien au hasard. S'il se faisait prendre, il pourrait sûrement oublier une carrière en médecine. Il a même été suggéré que cela pourrait être l'œuvre d'un tueur en série en devenir. Je trouve plus plausible que ce soit un étudiant en médecine, mais cette théorie n'a aucun sens. Enlever le chien de quelqu'un pour l'opérer est risqué, alors qu'il pourrait simplement adopter un chien dans un refuge pour cela. Sauf si un refuge contrôle les chiens après adoption, personne ne le remarquerait probablement. Même s'il vérifiait le chien, le propriétaire dirait sûrement qu'il est mort naturellement. Il est possible qu'une personne malade ait fait cela simplement parce qu'elle en a tiré du plaisir pour une raison quelconque, mais le fait que le chien ait été rendu semble aller à l'encontre de cette hypothèse. Sauf s'il s'agissait d'un avertissement à opérateur, le retour du chien suggère que l'acte n'était pas intentionnel ou que la personne montrait une certaine empathie envers le chien. La théorie la moins néfaste serait que le chien se soit blessé accidentellement, peut-être en sautant la clôture, expliquant les blessures à dures à l'abdomen, et qu'un voisin l'ait emmené chez le vétérinaire pour le faire recoudre. C'était peut-être un bon samaritain ne cherchant pas de reconnaissance, mais même alors, il aurait pu laisser un mot anonyme pour prévenir Opérateur et éviter son inquiétude. Opérateur a peut-être inventé cette histoire. Ils ont partagé des photos de leur chien après son retour du vétérinaire qui montraient les points de suture, donc il s'est bien passé quelque chose. Mais peut-être que le chien a subi une opération nécessaire et qu'Opérateur a simplement pris une photo de lui après et a inventé le reste pour gagner des points sur Internet. La chronologie est assez suspecte, à moins qu'Opérateur ait été absent de chez lui plus longtemps qu'il ne s'en souvient. Quoi qu'il se soit passé, c'est arrivé très vite, mais ce n'est pas impossible. Quelques utilisateurs, dont certains affirment avoir une formation vétérinaire, pensent que l'histoire a été inventée pour plusieurs raisons. En général, l'histoire est simplement un peu difficile à croire, mais je n'ai pas vu de véritables incohérences qui prouveraient qu'Opérateur ment, donc qui sait. Opérateur a publié une mise à jour supprimée depuis, précisant que la police enquête et qu'ils ne peuvent pas donner de détails, mais mentionnant des pistes sur un possible enlèvement ou maltraitance du chien avant son retour et l'identification de 3 voitures potentiellement impliquées. Si ce n'est pas un canular, on dirait que quelqu'un voulait vraiment nuire au chien ou que Opérateur l'a abandonné pour une raison inconnue. Opérateur a aussi signalé avoir été victime de doxing après avoir partagé l'incident, ce qui est terrible. Le chien va bien et est chez les parents d'Opérateur loin de la région. Il y a un mois, No Dragon Fruit 3741 a posté sur le subreddit Am on the A-Hole « Suis-je la méchante pour avoir pris la propriété de mon mari et comparé son passe-temps étrange à de l'infidélité ?» Le message disait « Mon mari et moi avons eu un mariage difficile et nous divorçons. Je le soupçonne d'infidélité car il voyage souvent, part à des heures étranges et, il y a quelques années, 3 femmes ont porté plainte contre lui. Les charges ont été abandonnées et j'ai pensé qu'il était victime d'une chasse aux sorcières, alors j'ai tourné la page. Nous sommes restés courtois pendant les fêtes pour nos enfants, chacun ayant 2 issues de précédents mariages, mais aucun ensemble. Ma fille était avec son petit ami à Noël, mais elle est rentrée à la maison pour le réveillon du Nouvel An. Mon mari était encore au travail pendant que nous nous préparions. J'avais besoin de vin rouge pour la sangria et j'ai demandé à ma fille d'aller le chercher dans la cave de mon mari, là où il garde l'alcool. Elle est revenue 10 minutes plus tard et avait l'air vraiment inquiète. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et elle m'a tendu une petite pochette. Elle a dit avoir bousculé l'armoire à alcool, faisant tomber la pochette, qui s'est retrouvée coincée entre l'armoire et le mur. Elle l'a ouverte et m'a montré l'intérieur, 8 permis de conduire de femmes. J'ai remarqué qu'ils venaient tous d'États où mon mari s'était rendu pour le travail dans les 2 années avant la pandémie. Il vend des dispositifs médicaux. Je craignais qu'il ait été un infidèle en série et qu'il ait convaincu ces femmes de lui donner leur permis de conduire comme trophée. Je l'ai déposé aujourd'hui chez mon avocate et remis à sa secrétaire qui le transmettra lundi. J'espérais que ce serait une preuve irréfutable d'infidélité pour notre divorce. J'ai confronté mon mari cet après-midi. Il a avoué avoir un fétichisme pour les permis de conduire et en acheter à des femmes au hasard lors de ses voyages. Il a reconnu que c'était étrange,
mais a affirmé que tenir un objet rendant quelqu'un vulnérable avait un côté érotique. J'ai dit que j'étais bouleversée, c'était glauque. J'ai dit que c'était comme me tromper, de se contenter d'un fétichisme étrange sans m'en parler avant. Il est devenu très contrarié. Il a reconnu qu'il aurait dû être plus ouvert sur ce qui lui posait problème, mais que m'accuser de tromperie était totalement déplacé. Il a aussi dit qu'il brûlerait les permis dans la chaudière plus tard ce soir. Quand je lui ai dit que je les avais déjà donnés à mon avocate, il a complètement perdu le contrôle. Il a dit que je n'avais pas le droit de voler ses affaires et qu'il ne pouvait plus être près de moi. Il a pris des vêtements, est monté dans sa voiture et est parti. Vu ce qu'il a dit et emporté, je pense qu'il ne reviendra pas. Je ne regrette pas son départ car je ne le supportais plus, mais il avait en partie raison. Je n'aurais pas dû assimiler son fétichisme à de la tromperie, ni remettre ses affaires à mon avocate comme preuve. Dès que j'ai lu ce message, j'ai eu un mauvais pressentiment. Le mari de cette femme pourrait être coupable de bien pire que d'infidélité, et je n'étais pas la seule à le penser. Beaucoup de gens craignaient donc que le mari soit un tueur en série et que ses permis de conduire soient des façons, soit des trophées, comme l'a suggéré l'auteur du post, mais appartenant à des personnes qu'il aurait tuées plutôt qu'à des personnes avec qui il aurait trompé sa femme. Même en croyant le mari, il est préoccupant qu'il aime tenir quelque chose ayant rendu quelqu'un d'autre vulnérable, selon ses mots. Mais c'est vraiment le meilleur scénario possible ici, et ça n'a tout simplement pas de sens. Une utilisatrice a dit avoir cherché et que ce n'est pas inédit, mais sans doute rare. Si cette explication était vraie, j'aurais encore beaucoup de questions. Si tu les as achetés à ces femmes, combien a-t-il payé ? Évidemment, il faudrait payer pour remplacer ton permis, mais il y a aussi des informations personnelles dessus que la plupart des gens ne voudraient pas simplement donner. Peut-être qu'il les a volés ou qu'il les a achetés à quelqu'un d'autre qui les avait volés, je ne suis pas vraiment sûre, mais dans tous les cas, le fait est qu'il n'y a aucun moyen légal d'acheter le permis de conduire de quelqu'un d'autre. Et il y a quelques détails qui rendent l'explication du mari peu probable. C'est suspect que 3 femmes différentes aient porté plainte contre lui, et c'est assez déroutant de voir comment Opérateur a laissé passer ça, même si j'imagine que dans une telle situation, on essaierait sûrement par tous les moyens de se convaincre que son mari est une bonne personne et qu'on est en sécurité. La façon dont il a réagi lorsqu'il a été confronté est aussi un énorme signal d'alarme. S'ils allaient divorcer de toute façon, pourquoi tout cela aurait-il de l'importance ? Pourquoi aurait-il eu besoin d'expliquer cela à sa future ex-femme ? Et si son explication était vraie, pourquoi aurait-il proposé de brûler les licences ? Ce n'était clairement pas pour apaiser Opérateur ni arranger la situation, sinon il ne serait pas parti. S'il avait quelque chose de bien plus grave à cacher, il serait logique qu'il avoue quelque chose de moins important mais quand même étrange pour rendre son histoire plus crédible plutôt que de détruire les preuves. Opérateur a mentionné que son mari voyage souvent et part à des heures étranges, ce qui semble suspect dans ce contexte. Comme pour chaque mystère ici, et plus ou moins pour n'importe quel mystère sur Reddit, il y a une chance que tout cela ne soit qu'une histoire inventée. Une utilisatrice a déclaré « C'est presque l'intrigue de Un bon mariage de Stephen King ». Un couple marié depuis longtemps voit sa vie bouleversée quand la femme découvre dans le garage de son mari de nombreuses cartes d'identité de femmes inconnues. Il s'avère qu'il est un tueur en série. La différence, c'est que cet homme s'enfuit, tandis que dans le livre, il promet d'arrêter mais sa femme le tue. C'est une comparaison intéressante. Peut-être que l'auteur du post a inventé l'histoire après avoir lu le livre. J'espère un peu que c'est le cas, car l'alternative est bien pire, mais il n'est certainement pas rare que des tueurs en série gardent des souvenirs. Si le post de l'auteur était beaucoup plus détaillé et comportait des éléments très spécifiques, identiques à l'intrigue du livre de Stephen King, cela semblerait beaucoup plus évident. Je n'ai jamais lu ce livre, mais le commentaire et le post restent très vagues, sans détails sur l'histoire. Il est donc impossible de savoir si l'auteur s'est inspiré du livre. L'auteur n'a pas actualisé le post, qui reste l'unique sur son compte. Cela pourrait simplement être une tentative de créer un mystère en ligne, mais si c'est vrai, j'espère qu'elle est en sécurité, qu'elle a contacté la police et qu'ils enquêtent, ce qui expliquerait son silence. Une utilisatrice de Reddit a récemment posté sur le subreddit des mystères « Amazon Prime a bugué sur la PlayStation 4, probablement une erreur de chargement, mais seules certaines phrases n'ont resté lisibles ». Elle a partagé une photo de son écran affichant des phrases étranges parmi des lettres aléatoires et des formes colorées. Les phrases qui sont lisibles sont « qui ne te laissera pas faire quoi que ce soit »,« sur tes doigts, elle ne peut pas respirer » et « n'importe quoi dans ta vie ». On peut aussi voir quelques visages et images qu'on n'arrive pas vraiment à distinguer. Un commentaire a noté que de nombreuses images déformées sont des gros plans de visages. Je ne l'avais pas remarqué, mais je leur fais confiance.
L'autrice a expliqué dans un commentaire qu'elle regardait Doctor House sur Prime et que les phrases devaient être des sous-titres car elle en reconnaît certaines de la série, même si elles semblent venir de plusieurs épisodes ou même d'autres choses qu'elle aurait pu regarder. Elle ignore comment c'est arrivé. Prime a demandé si elle regardait, elle a appuyé sur retour et c'est là que c'est survenu. Les théories évoquées vont d'une promotion pour une série à des extraterrestres, voire aux Illuminati qui s'en serviraient pour manipuler les gens, mais très probablement, ce n'était qu'un bug étrange. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais si RP a dit que les phrases venaient des sous-titres de séries vues récemment, j'imagine que les images aussi. C'est assez troublant, surtout elle ne peut pas respirer, mais je pense qu'on peut dormir tranquille, car ce n'est sûrement pas un code secret ou un message subliminal. Récemment, l'utilisateur imaginaire Grand 8987 a publié sur le subreddit Bureau d'investigation de Reddit un message intitulé « Je suis suivi ». La publication est confuse, je ne comprends pas vraiment le message d'origine. Il y a eu au moins 10 modifications jusqu'à présent, mais je vais résumer au mieux. L'auteur indique qu'elle subit du harcèlement depuis au moins 2 ans et que la police ne l'aide pas. Elle soupçonne que certains policiers pourraient même être impliqués et qu'ils essaient d'étouffer l'affaire. L'auteur du post affirme avoir un enregistrement audio où on les entend entrer chez elle et fouiller ses affaires pendant qu'elle était sortie faire des courses. Plus loin dans le post, elle précise que les harceleurs ont trafiqué sa voiture et qu'elle a failli être poussée hors de la route à plusieurs reprises. Elle a partagé des liens Google Drive pour des enregistrements audio, un de 34 minutes de personnes parlant dehors, d'autres plus courts similaires, et un de sa discussion avec la police sur le harcèlement. Dans cet enregistrement, elle révèle quelques détails supplémentaires, notamment qu'elle pense que les harceleurs ont peut-être piraté son téléphone pour supprimer des preuves. L'autrice précise qu'elle sait qui la harcèle, mais pendant un certain temps, elle ne précise pas de qui il s'agit. Dans une modification, elle précise que mon beau-frère cite mon nom et celui de sa femme, ma demi-sœur, plus tard dans l'enregistrement. Il refuse de l'admettre, c'est pourquoi je me concentre autant sur l'audio. Elle précise plus tard avoir tenté d'envoyer un enregistrement de son beau-frère quittant la propriété. Il semble que la demi-sœur et le beau-frère aient pu être les harceleurs, mais ce n'est pas certain. Opié publie aussi des captures d'écran, dont 2 sont des récompenses reçues de membres anonymes de Reddit, avec des messages menaçants et méchants. Une autre capture d'écran montre des messages inappropriés d'un utilisateur du nom de chapitre 99. Une 4e capture d'écran montre un message de l'utilisateur « S'il te plaît, Biden, renifle nos fils », encore une fois de nature inappropriée. L'auteur dit que le message comportait son vrai prénom et un lien vers une vidéo d'une femme assassinée. Donc, c'est assez grave. Il ne serait pas déraisonnable de s'inquiéter que la vie de l'auteur du post puisse être en danger ici. C'est assez déroutant que la police refuse de faire quoi que ce soit alors qu'il y a des preuves que quelque chose se passe. En examinant les preuves et les enregistrements audio, la situation semble différente de ce que pense l'auteur du post. J'ai écouté l'enregistrement audio de 34 minutes et je n'ai rien entendu qui suggérerait qu'elle est suivie. Il y a beaucoup de bruit, mais aucune voix claire ni rien d'incriminant. L'auteur pense que la plupart des bruits viennent d'elle en mangeant, mais note qu'on entend aussi des gens discuter dehors de son appel à la police. Au bout de quelques secondes, si on écoute vraiment attentivement, on peut entendre pendant une fraction de seconde ce qui pourrait être la voix d'un homme, mais je n'ai pas pu comprendre ce qui a été dit et c'est tellement flou que ça pourrait vraiment être n'importe quoi. Pourtant, l'auteur affirme qu'on entend au moins 3 personnes parler ensemble. Elle affirme avoir plus de 400 enregistrements audio, ce qui est beaucoup, mais si elle a choisi de partager celui-ci en ligne, je suppose que c'est ce qu'elle considère comme sa meilleure preuve. L'enregistrement de l'auteur parlant à la police ne prouve rien sur le harcèlement, mais je pense qu'il en dit beaucoup. Cela daterait de la visite de la police pour un contrôle de bien-être, même si elle pense que c'était un prétexte pour voir ses preuves. Dans l'enregistrement, elle confirme que c'est sa famille qui la harcèle et qu'elle essaie d'obtenir des preuves depuis 2 ans. L'autre jour, elle a enfin réussi, mais elle s'est disputée avec sa famille lorsqu'elle les a confrontés. Elle a dit qu'elle avait appelé la police, mais que cela n'a mené à rien. Elle parle d'avoir la preuve que lui, je suppose son beau-frère, était dans sa maison et elle a montré un enregistrement à l'un des policiers. Après avoir écouté, il dit qu'il n'y avait rien dessus, que ce n'était qu'un tas de bruit.
Bien que l'auteur affirme qu'elle n'est, je cite, pas folle, il est assez clair que les policiers ne pensent pas qu'elle soit réellement harcelée et ils lui demandent si elle a déjà eu des pensées de se faire du mal ou de faire du mal à quelqu'un d'autre, ce à quoi elle répond que non. Il lui demande si elle prend ses médicaments et elle répond que non. Les choses s'enveniment un peu vers la fin de l'enregistrement, l'auteur devient clairement de plus en plus agité, mais l'enregistrement s'arrête après 5 minutes, donc personne ne sait vraiment comment cela s'est terminé. Je pense que les agents auraient pas mieux géré la situation, ils semblent brusques avec elle, mais sans connaître le contexte, peut-être ont-ils fait tout leur possible pour aider, je l'espère. Dans une mise à jour ultérieure, elle précise qu'elle est bipolaire, ce qui semble être une explication plausible pour tout cela. Le trouble bipolaire peut provoquer des délires paranoïaques et cela ressemble à un exemple typique. L'auteur dit avoir été traqué et harcelé 2 ans, sans preuve, juste des enregistrements de bruits vagues et des captures d'écran pouvant venir de n'importe qui en ligne. Elle pense vraiment qu'il y a un grand complot ici et que tout le monde, même sa famille et la police, lui est opposé. Ce mode de pensée est fréquent chez ceux qui se considèrent comme des individus ciblés et victimes de harcèlement en groupe. Elles ont tendance à croire que le gouvernement, la police ou une organisation secrète quelconque les harcèle, mais elles ont souvent peu ou pas de preuves pour étayer leurs affirmations. Le cas d'Opie est légèrement différent car elle pense que sa famille la harcèle, mais elle croit toujours que la police est impliquée et le principe reste le même. Elle a ensuite publié une partie de son dossier médical pour prouver qu'elle n'a pas de troubles mentaux. Je n'ai aucune idée de ce à quoi ressemblerait un rapport de ce genre, mais pour une raison que je n'arrive pas à définir, ça ne me paraît pas totalement authentique. L'auteur a peut-être inventé ce document pour convaincre ceux qui doutaient de sa version des faits. Même authentique, le document ne prouve finalement pas grand-chose. Daté de juillet 2020, il y a plus de 9 mois, beaucoup de choses peuvent changer en ce temps. Je n'ai pas trouvé l'utilisateur « S'il te plaît, Biden renifle nos fils » qui aurait envoyé la vidéo de la femme assassinée, mais chapitre 99 est actif par intermittence depuis plus d'1 an. On pourrait croire que cela donne un peu de crédibilité à l'histoire de l'auteur du post, mais en regardant le profil de ce type, il est évident qu'il s'agit simplement d'un troll. Il a sûrement vu le post sur RBI et voulu taquiner l'auteur. Je pense que les récompenses anonymes viennent probablement aussi de cet utilisateur, le style d'écriture est similaire. Je pense qu'il est probable que l'auteur du post soit devenue paranoïaque, voire délirante, parce qu'elle ne prend pas ses médicaments. Cela ne veut pas forcément dire qu'elle n'a pas été victime de harcèlement ou de traque. Le fait que quelqu'un paraisse paranoïaque en évoquant ce sujet ne signifie pas qu'il n'y ait aucune vérité. Les personnes atteintes de maladies mentales sont souvent vues comme des cibles plus faciles pour le harcèlement ou la traque. Mais je ne pense tout simplement pas que les preuves qu'elle a fournies aient prouvé quoi que ce soit. Il est possible que quelque chose se soit passé et que l'auteur du post ait exagéré dans sa tête ou même inventé certains éléments de l'histoire pour que cela paraisse plus grave et que les gens la prennent plus au sérieux. J'espère vraiment que la police va enquêter à fond avant de classer l'affaire, mais on dirait qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup d'informations sur lesquelles s'appuyer. Je ne peux pas dire avec certitude que cette femme n'est pas suivie, mais cela me semble très improbable. C'est triste de voir quelqu'un d'aussi sûr d'elle devenir paranoïaque pour quelque chose qui pourrait être imaginaire. Le 22 août 1997, un homme est entré tôt le matin dans une maison familiale à Melbourne, Australie, armé d'un couteau et d'une arme à feu. Il a attaché les parents et les a enfermés dans une armoire, puis il a attaché leur fils à un lit pendant qu'il agressait leur fille de 11 ans. En décembre de l'année suivante, il s'est introduit dans une autre maison, encore une fois armé, a attaché les parents et a exigé de l'argent. Il a enlevé Sharon Wills, 10 ans, mais l'a relâchée 18 heures plus tard. En juillet 1990, il a enlevé Nicola Linus, 13 ans de chez elle, et l'a agressée durant 50 heures avant de la relâcher. Carmine Chan, âgé de 13 ans, a été enlevé puis assassiné en avril 1991. Son corps a été retrouvé 1 an plus tard et, bien que M. Cruel ait été suspecté, les preuves manquaient pour l'affirmer avec certitude. Il y a quelques jours, une utilisatrice de Reddit a publié un message dans le subreddit Unsolved Murder intitulé « Marquée et confuse, ai-je été élevée par M. Cruel ?» L'autrice raconte avoir grandi dans un foyer abusif avec une mère narcissique et un beau-père ainsi qu'un demi-frère pédophile. Elle a elle-même été victime et sait qu'elle n'était pas la seule.
Sa mère savait ce qui se passait, mais fermait les yeux, voire facilitait les choses en laissant l'autrice du poste sous leur garde en sachant ce qui allait arriver. À 11 ans, l'autrice vivait avec sa famille en Tasmanie, Australie. Son demi-frère est parti s'installer dans l'État de Victoria pour rejoindre l'armée et, une fois sa formation de base terminée, sa mère et son beau-père sont allés lui rendre visite pendant 2 semaines. Lors de leur visite, ils ont décidé de s'installer là-bas et 2 semaines après leur retour, tout était emballé, prêt à partir. Ils sont arrivés à Melbourne en octobre 1987 et à cette époque, il y avait encore des reportages sur le premier crime de Monsieur Cruel. Opérateur a remarqué que son beau-père portait un intérêt particulier à l'affaire lorsqu'elle passait à la télévision, montant le volume au maximum et lui demandant de se taire pendant qu'il écoutait attentivement. Il semble qu'il aimait le true crime, car Opérateur se rappelle qu'il avait des livrets sur des tueurs en série. Peut-être s'intéressait-il juste à l'actualité. Il est peu probable qu'il ait vraiment prêté attention par souci pour sa belle-fille. On remarque d'importantes similitudes entre le beau-père et le demi-frère dans l'affaire de Monsieur Cruel, ce qui a poussé Opérateur à se demander si l'un ou les deux pourraient être responsables des agressions et enlèvements. Elle note leurs tendances sadiques communes et ne détaille pas ce qu'ils lui ont fait, mais cela se devine. La première victime a été attaquée avant que la famille d'Opérateur n'emménage à Melbourne, mais le poste précise que son beau-père et son demi-frère étaient alors dans la région. Un commentaire a tenté de la rassurer en affirmant que de nombreux incidents avant 1987 pouvaient être liés à Monsieur Cruel. Ce n'est pas une affaire que je connais très bien, mais selon Wikipédia, les médias ont relié d'autres attaques antérieures, même si la police n'a jamais publié de détails précis à leur sujet, donc il semble qu'elle n'ait pas été confirmée. Je me demande si le beau-père ou le frère étaient présents dans la région lors des autres attaques. La dernière victime présumée était Kamin Chan en 1991 et contre la volonté du beau-père, la famille est retournée en Tasmanie en octobre 1992. À la même époque, le demi-frère a aussi quitté la région. La publication mentionne l'enlèvement de la dernière victime en septembre ou début octobre 1992, mais je n'ai trouvé aucune information en ligne sur son identité. Peut-être que l'auteur se trompe. Après le retour de la famille en Tasmanie et le départ du demi-frère dans le Queensland, il n'y a plus eu d'enlèvement. Il serait intéressant d'étudier les enlèvements dans la région où vivaient ces 2 hommes et vérifier s'ils coïncident avec leur déplacement. L'auteur note qu'ils étaient tous 2 maniaques de la propreté et que Monsieur Cruel laissait peu de traces, lavant ses victimes et passant même du fil dentaire à l'une d'elles. Il a dit à une victime qu'il la libérerait dans 50 heures et il l'a fait, ce qui suggère un style de crime organisé. Il semble que le beau-père corresponde mieux au type de personnalité présumée que le demi-frère, car le poste mentionne que le beau-père gardait toujours son sang-froid lorsqu'il était violent, alors que le demi-frère était plus nerveux et anxieux. Le poste indique que Monsieur Cruel a laissé un cheveu roux, poussant la police à croire qu'il cherchait une personne rousse. Le beau-père et le frère ont les cheveux bruns, mais la barbe rousse, donc si le cheveu venait de la barbe, cela irait aussi. Comme dit précédemment, je connais peu cette affaire, mais en préparant cette vidéo, j'ai d'abord pensé que Monsieur Cruel était policier ou avait des liens avec eux. La police a reconnu la disparition de certaines preuves matérielles, comme le ruban adhésif utilisé sur une victime, ce que je trouve suspect. Quoi qu'il en soit, le demi-frère aurait apparemment un ami qui est policier, et si ce policier était corrompu ou impliqué dans les mêmes choses, ce n'est pas si difficile d'imaginer qu'il puisse couvrir son ami. Certains détails rappelés par les victimes pourraient concerner le beau-père ou le frère. Une expression familière employée par Monsieur Cruel a poussé la police à s'interroger sur l'origine du suspect, Tasmanie ou Nouvelle-Zélande. C'est l'expression familière dont Opérateur se rappelle que son beau-père se servait. Une victime a affirmé qu'après son enlèvement, elle avait entendu des avions atterrir là où elle avait été conduite. La maison familiale d'Opérateur était proche d'un aéroport international et des avions passaient souvent au-dessus. La description de la pièce où une fille a été retenue correspond à une ancienne chambre du demi-frère d'Opérateur lorsqu'il vivait seul. Pendant qu'il y vivait, il passait souvent l'aspirateur ou étendait le linge tôt le matin. Opérateur semble relativement convaincu que l'un ou les 2 de ces hommes sont Monsieur Cruel et honnêtement, elle avance des arguments assez convaincants. Elle note que toutes les victimes avaient des cheveux bruns et un âge proche du sien, se demandant si les agresseurs ciblaient des filles lui ressemblant.
Opie a en fait réussi à faire inculper son demi-frère pour les abus qu'il lui a infligés et il a passé 2 ans en prison. Il aurait abusé d'une autre fille de la famille et d'autres aussi. L'ensemble du message me fait croire que ces 2 hommes étaient certainement capables des enlèvements. Pour que tout corresponde, cela indiquerait qu'ils collaboraient. La police n'a toujours recherché qu'un seul suspect, ce qui est logique puisque chaque fois, un seul homme s'est introduit dans la maison. Cependant, il n'est pas impossible qu'un homme soit entré pendant qu'un autre faisait le guet à l'extérieur ou attendait dans un véhicule prêt à partir dès que l'autre avait enlevé la fille. Si c'était le cas, cependant, les victimes n'ont jamais mentionné la présence de plus d'un homme, donc il semble qu'un seul d'entre eux ait interagi avec la fille, et que l'autre était simplement là pour aider à l'enlèvement. Au minimum, si l'un d'eux était Monsieur Cruel, l'autre était probablement au courant et a laissé faire, voire l'a encouragé. L'autrice du post pense que le beau-père est responsable car sa personnalité ressemble à celle de Monsieur Cruel, mais l'apparence décrite par les victimes correspond plus à son demi-frère. Peut-être que le beau-père a aidé le demi-frère à enlever ses filles et à nettoyer, mais seul le demi-frère a eu contact avec elle. L'autrice du post a parlé de cela à un policier il y a des années qui semblait intéressé à enquêter sur cette piste potentielle, mais il a perdu contact avec elle après un incendie de maison et n'a pas pu la retrouver depuis. Elle a mentionné dans les commentaires qu'elle avait essayé de contacter des commissariats de police ordinaires qui l'ont orientée vers une unité spéciale, mais elle n'a pas eu de retour de leur part. Selon nos informations, il est impossible d'affirmer si le beau-père ou le demi-frère était Monsieur Cruel, mais c'est possible. Comme souvent sur Reddit, ce post pourrait être faux, mais je n'ai pas relevé de signe d'alerte majeur. La chronologie de l'histoire est parfois un peu difficile à suivre, ainsi que quelques autres petits détails, mais je ne pense pas que cela la rende plus susceptible d'être inventée. L'autrice se remémore des faits survenus il y a 30 ans, alors qu'elle était enfant, il est donc normal qu'elle oublie certains détails. Évidemment, je ne suis pas une experte en la matière, mais il y a quelques fautes d'orthographe, comme le mot psychologue écrit P-H-I-C-O-L-O-G-I-S-T, ce qui, selon moi, pourrait indiquer que l'autrice était dans un état émotionnel en rédigeant son message. Cette orthographe spécifique donne plutôt l'impression qu'elle se souvenait de beaucoup de choses en même temps et qu'elle se dépêchait de tout écrire plutôt que de simplement ne pas savoir comment épeler ce mot. Il est donc possible que ce post soit faux, mais je laisse le bénéfice du doute à l'autrice faute de preuves claires. Ce qui est tellement triste dans tout cela, c'est que, qu'ils ayant été ou non Monsieur Cruel, ils auraient quand même commis les mêmes crimes impardonnables et auraient tué plusieurs victimes. J'espère simplement que l'autrice va mieux aujourd'hui et qu'un jour, ces hommes devront faire face aux conséquences de leurs actes. Neve Finishmay, surnommé Neve, a été très actif sur Reddit, publiant et participant à des communautés de jeux et de vêtements notamment. Il y a 2 ans, il a posté qu'il allait essayer de la weed pour la première fois, puis son message suivant disait qu'il avait vraiment aimé ça et qu'il en voulait encore. Peu après, il a demandé des conseils sur le lysergique acide diéthylamide, disant qu'après avoir essayé la weed, il cherchait quelque chose de plus fort. On peut voir, rien qu'à ce message, qu'il n'est pas prêt, ce qui annonce déjà la suite. Un commentaire résumait parfaitement la situation. « C'est plus fort que la weed », dit-il, alors qu'il devient littéralement le papier peint de la pièce. Il n'a pas mis à jour la publication avec une description de comment ça s'est passé, mais il a commenté d'autres publications entre-temps, donc au moins il a survécu. La prochaine publication qu'il a faite lui-même était sur r/drugs, où il a demandé des conseils pour se préparer à essayer la datura le lendemain. Je suis sûr que vous pouvez deviner où cela va mener. La datura est un hallucinogène puissant et dangereux. Alors que la plupart des gens déconseilleraient fortement d'y toucher, certaines personnes en consomment à des fins récréatives. Elle a déjà tué plusieurs personnes et en a gravement blessé d'autres, physiquement et mentalement. Une citation présentée sur tripsitter.com vous donne une idée de sa puissance. La datura est un cauchemar psychédélique de 72 heures dont vous pourriez ne jamais vous remettre. L'utilisateur racontait comment il avait obtenu une plante de datura et était très excité d'essayer les graines. Dans ce post, il précise que cela ne fait que 2 semaines qu'il a essayé de la weed pour la première fois, ce qui est une montée en puissance assez soudaine. Beaucoup de commentaires lui conseillaient de ne pas essayer et il a mis à jour le post pour dire qu'il ferait plus de recherches après avoir lu les commentaires, mais sa 2e mise à jour a révélé qu'il avait quand même décidé de prendre les graines. Il ne ressentait rien sur le moment, mais son post incohérent a prouvé que les effets sont apparus ensuite.
Il a commenté une photo de grenouille sur R grenouille en écrivant DNONOO vert, puis posté sur le subreddit La Terre plate est réelle, disant peut-être aidez-moi, cherchez, ou similaire, difficile à comprendre. Ensuite, il a répondu à Hot, arrête trop chaud. Puis son dernier commentaire sur Reddit portait sur la vente de vêtements dans un subreddit où il était déjà actif. Le commentaire disait « Viens si vite » avec un lien Google Maps semblant montrer comment partager sa position, puis il a été supprimé. Le compte est resté inactif. Bien qu'il aurait simplement pu abandonner le compte, la plupart des personnes qui ont interagi avec lui semblent penser qu'il est mort. Son ami a posté sur le subreddit des redditeurs décédés pensant qu'il était mort après avoir vu son historique et l'absence de réponse. Cet utilisateur ne connaissait Neve que sur Reddit, donc sa mort n'est pas confirmée. Comme dit, il a peut-être juste quitté le compte ou ce pourrait être un canular. C'est très similaire à l'utilisateur Flip and Flop qui a disparu après avoir pris de la datura il y a 3 ans. Il a également publié quelques messages et commentaires incohérents avant de disparaître. Peut-être que Neve essayait de recréer la situation de Flip and Flop après avoir vu que c'était devenu un mystère populaire. Bien que le cannabis soit connu comme une drogue d'introduction, les gens ne l'essaient généralement pas pour la première fois, puis ne prennent pas de datura 2 semaines plus tard. Ça ne prouve pas que tout est inventé, mais c'est un peu difficile à croire. Je ne sais pas ce que ça fait d'être sous l'influence de Dachera, donc peut-être que ça te pousse à agir ainsi, mais c'est quand même étrange que Neve ait posté dans 4 subreddits différents. Est-ce que ça aurait pu être simplement pour s'assurer que plus de gens voient ce qui s'est fait, ce qui se passait, et qu'il y ait plus de témoins sur ce qui allait devenir plus tard un mystère sur Reddit? J'ai regardé quelques témoignages sur le subreddit Dachera et il semble que publier dans différentes communautés ou simplement poster en ligne en général ne serait pas si inhabituel si tu es sous l'influence de Dachera. Neve était active sur Reddit depuis 1 an avant que cela n'arrive, son compte n'était pas jetable. Le post du redditeur décédé montre qu'elle interagissait en ligne, sauf si c'était elle sur un autre compte. Étant donné qu'il était actif depuis si longtemps avant, on pourrait penser qu'il aurait peut-être fait traîner tout ça un peu plus longtemps si c'était un canular. Comme je l'ai dit, ceux qui testent le cannabis pour la première fois ne vont généralement pas essayer la datura 2 semaines après. Peut-être que c'est une de ces situations qui paraissent inventées, mais sont réelles. C'est tout simplement impossible à dire en lisant des posts sur Reddit, mais si c'est vrai, c'est vraiment triste. Neve n'avait que 17 ans lors de sa première publication sur le subreddit Saplings. Je ne diabolise pas toutes les drogues récréatives, mais la leçon à retenir est d'éviter Dachera. Ce mystère suivant est maintenant résolu, en quelque sorte, mais c'est toujours une histoire fascinante, avec une fin très triste et pas totalement concluante. J'ai vu ça sur r/advice avant la résolution et franchement, c'était sans doute l'un des posts les plus fascinants que j'ai vus sur Reddit. J'avais prévu de l'inclure dans ma prochaine vidéo sur les mystères de Reddit, mais comme je l'ai dit, il est maintenant presque résolu, donc le mystère a en grande partie disparu, même s'il en reste un peu. Cela reste intéressant et assez triste. Le post est devenu très long avec les mises à jour, donc je ne vais pas tout lire, mais je vais tout afficher à l'écran en résumant. N'hésitez pas à mettre sur pause pour tout lire. En résumé, l'auteur est une jeune fille de 17 ans vivant avec ses grands-parents dans une petite ville de Floride. Une famille habite au bout de la rue, Mary et ses 2 filles, Alex et Sandy Beckett. L'autrice n'a pas vu la famille depuis quelques jours, alors elle leur a rendu visite et a passé un moment avec Mary, mais elle n'a pas vu Alex ni Sandy. Mary a dit qu'Alex était dans sa chambre, mais quand on lui a demandé où était Sandy, elle avait l'air confuse, peut-être inquiète, et a dit qu'elle n'avait qu'une seule fille. L'autrice a interrogé ses voisins sur Sandy, mais ils étaient aussi confus. Des commentaires ont suggéré qu'Alex et Sandy étaient la même personne, car ces prénoms pouvaient diminuer Alexandra et que l'autrice s'était juste trompée. D'autres se demandaient si Sandy et Alex étaient cousines ou amies plutôt que sœurs. Il a même été suggéré que l'autrice pouvait souffrir de schizophrénie ou quelque chose comme ça. L'autrice a actualisé la publication pour clarifier des points. Elle n'avait pas d'antécédents de troubles mentaux et ne présentait aucun autre signe de crise ou d'hallucination. Elle avait vu Sandy et Alex dans la même pièce en même temps. Elle était sûre qu'elles n'étaient pas la même personne. L'autrice était sûre que les filles étaient sœurs, pas cousines ni amies. Elle avait vu Sandy vieillir et se rappelait quand elle s'était coupé les cheveux. Alex a environ 6 ou 7 ans et Sandy avait environ 4 ans. Dans une autre mise à jour, l'auteur a expliqué être rentré ce jour-là et avoir dit à Mary qu'elle allait aux toilettes en cherchant la chambre de Sandy.
Elles ont vu la chambre de Sandy et tenté d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Les photos de famille dont l'autrice se souvenait et qui montraient Sandy avaient été remplacées, certaines par des photos d'Alex et une autre par une peinture d'un chat qui semblait avoir été faite par Alex. L'histoire était déjà folle, mais la mise à jour suivante m'a vraiment fait douter de sa réalité. La mise à jour disait « Il y a quelqu'un dehors que je n'ai jamais vu, il est debout au milieu de la route, je panique. Personne ne vient ici, surtout pas à 11 h du soir. Je ne peux pas sortir, je ne veux pas qu'il me voie. Depuis l'arrivée du vieux monsieur au bout de la rue, je n'ai vu personne de nouveau. Pourquoi quelqu'un est ici? Je ne connais pas cette personne, elle est nouvelle, je panique, je ne peux pas lui faire face. Je vais aller dans la chambre et m'y barricader. Ce n'est pas ça qui va m'avoir, non madame. Je vous tiendrai au courant dès que possible et que ce sera sûr. » À ce moment, je me suis demandé si c'était un jeu de réalité alternée. Avant cela, j'avais toujours un doute dans mon esprit que cette histoire était inventée, mais elle était plutôt convaincante. La mise à jour suivante a confirmé que ce n'était pas réel. Presque chaque mot dans cette mise à jour est mal orthographié, mais voici ce qu'il semble dire. Beaucoup ne comprennent pas ma dernière mise à jour. Marie m'a expliqué que c'était juste une ancienne amie cherchant la bonne adresse. Désolée, pas de photo, j'ai paniqué. Si elle revient, j'essaierai d'en prendre une. Je ne peux pas en dire plus, je suis épuisée. Encore une fois, cela ressemble à un alternate reality game. Dans la prochaine mise à jour, l'auteur s'excuse de sa disparition et avoue ne pas se souvenir d'avoir écrit la précédente. Tombée malade, elle ignore ce qui s'est passé récemment. Peut-être qu'elle était malade, mais je pensais plutôt qu'elle était sous l'influence de quelque chose en postant ça. Dans une autre mise à jour, l'auteur a vérifié les réseaux sociaux pour retrouver Sandy et a noté que Marie postait peu récemment. Seule une photo d'Alex, vieille de quelques semaines, apparaît sans mention de Sandy. Et puis il y a eu une autre mise à jour, mais cette fois, c'était plutôt une confession. Mise à jour / confession. Les gens ont trouvé un blog, je ne sais pas ce que j'attendais d'autre de Reddit, mais ils l'ont trouvé et je dois être honnête. Pas de la façon dont vous le pensez, mais j'ai un peu enjolivé la vérité. L'auteur n'existe pas. Il n'y avait ni voisins, ni grands-parents, rien. La raison pour laquelle tout semble louche, c'est parce que j'ai essayé de faire quelque chose de louche. J'ai vu ces vidéos de compilation intitulées « Mystères résolus par Internet » et d'autres titres similaires. Je me suis dit que si j'essayais d'aborder ça comme si c'était quelque chose d'actuel, peut-être que je pourrais enfin avoir une foutue conclusion. Je ne suis pas une voisine inquiète de 17 ans, je m'appelle Alex Beckett. En 2014, ma petite sœur Sandy Beckett a disparu. Je vivais à Bronson, en Floride. J'ai tenté de contacter la police, mais ils n'ont pas prêté attention à ce qu'une inconnue disait, surtout sachant que j'étais venue avec ma cousine plus âgée. Il a été arrêté au moins 3 fois, une fois pour avoir chassé sur une propriété privée, une autre pour trouble à l'ordre public ou quelque chose comme ça, et une fois pour quelque chose lié à la possession, même si je sais pertinemment qu'il ne pouvait rien avoir. Donc la police n'était pas vraiment disposée à s'inquiéter quand je leur ai dit que Sandy avait disparu, surtout quand je suis arrivée dans un vieux pick-up Ford avec une illuminée du coin adepte des théories du complot. Ils m'ont essentiellement dit l'équivalent de « rentre chez toi ma petite et laisse les mystères à tes petits jeux ». Ma mère ne serait pas d'une grande aide non plus, ce n'est pas vraiment ce que la société, ou n'importe quelle personne sobre d'ailleurs, appellerait une bonne mère. Je ne serais pas étonnée si elle avait tué Sandy, paniqué et réussi à cacher ça. Je crois que mon âge, ma famille et la réticence de ma mère à nous laisser sortir ont joué contre moi à l'époque. Peu de gens nous connaissaient vraiment, malgré notre union. J'ai agi ainsi car je voulais des réponses. Je me suis demandé si Internet pouvait m'aider et franchement, m'auriez-vous cru si j'avais raconté une histoire de complot qui m'est arrivée si jeune au lieu de mentir sur qui je suis? Je sais qu'on aurait mis ça sur le compte d'un faux souvenir, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. On n'oublie pas une sœur. J'ai oublié beaucoup de choses, mais bon sang, je n'oublierai pas Sander. Alors j'ai rendu ça plus épisodique, j'imagine, en essayant de susciter l'intérêt des gens pour qu'ils se penchent sur cette histoire et m'aident à trouver des réponses. Le seul problème, c'est que c'est Internet. Personne ne prend ça au sérieux. J'ai reçu des milliers de commentaires affirmant que ce n'est pas réel. Bravo, vous n'avez pas tout à fait tort. Je voulais juste attirer l'attention et peut-être que des enquêteurs d'Internet retrouveront Sander. Je ne sais même pas si elle est en vie, mais je l'espère. Je sais que je n'ai pas été honnête, je suis désolée. Je veux juste retrouver ma sœur. J'ai fait des choses stupides, mais j'ai besoin de réponses. Je suis désolée pour le mal causé et d'avoir menti. J'espère que certains essaieront de m'aider. Je fournirai toutes les informations possibles. Pour eux, cette confession pourrait être inventée et toute l'histoire fabriquée. J'ai cherché en ligne pour voir si je pouvais trouver une mention d'une Sandy
ou Sandra Beckett, disparue vers 2014, mais je n'ai rien trouvé. Mais je n'ai pas vraiment creusé très loin, donc ça ne veut pas dire que ça n'est pas arrivé. Je serais curieuse de voir si quelqu'un d'autre trouve quelque chose. Évidemment, on sait que l'histoire du point de vue du voisin a été inventée, mais je me sens un peu plus encline à croire l'aveu final parce qu'il n'y aurait tout simplement aucune raison de publier cet aveu si tout cela avait été inventé. Concernant la crédibilité de l'histoire, c'était un peu tiré par les cheveux, mais j'y croyais encore avant la mise à jour sur la personne dehors. Et puis celle, juste après, où Alex était complètement incohérent, c'est celle qui a vraiment dépassé les limites pour moi, et c'est là que j'ai vraiment pensé que ça devait être faux. Quoi qu'il en soit, ils auraient probablement pu s'arrêter là, et cela aurait été très typique de la façon dont de nombreux alternate reality games ou mystères sur Reddit se terminent. Ce qui me fait me demander si ce n'est pas pour ça qu'ils ont fait leur confession, parce qu'ils savaient qu'à ce stade, ça aurait juste ressemblé à une histoire inventée, alors ils voulaient s'assurer que les gens sachent que c'était réel. Je suppose qu'on ne saura jamais vraiment si la confession est vraie, mais si c'est le cas, quelle situation horrible. Je n'excuse pas complètement Alex d'avoir menti sur certains aspects, mais on peut comprendre pourquoi elle l'a fait. Elle voulait juste que l'histoire soit connue. Je n'imagine pas ce que c'est de perdre une sœur et de sentir que personne ne s'en soucie ni ne la cherche. J'ai des doutes sur l'aveu, mais si Alex dit vrai, j'espère qu'elle pourra un jour tourner la page et découvrir ce qui est arrivé à sa sœur. Ce dernier mystère est sûrement le plus sombre. Attention, il concerne des allégations d'agression sur enfants. Je ne vais pas entrer dans les détails ni rien, mais je vais résumer la nature des messages, donc si cela risque de vous bouleverser, n'hésitez pas à arrêter ici. Il y a environ 1 an, une série de messages a été publiée par une utilisatrice affirmant avoir subi des abus au travail. La majorité de ces messages relatent les mêmes histoires. Sortir du silence sur les abus au travail en est sans doute le meilleur résumé. Je ne vais pas lire ces messages à voix haute ni les résumer en détail. Vous pouvez mettre la vidéo en pause à certains moments pour les lire si vous le souhaitez, mais je vais simplement survoler ce qui s'est réellement passé. De 1998 à 2005, elle a travaillé dans les médias et l'art, notamment en studio de cinéma, groupe de talent et autres sociétés. En 1998, à l'âge de seulement 8 ans, le cauchemar de l'utilisatrice a commencé. On lui a demandé de faire des bruits inappropriés pendant qu'elle était enregistrée contre $50. Même si c'est déjà très inapproprié, c'est sans doute ce qui a le moins nui à ce garçon. Les choses empirent à partir de là, les abus cessant à ses 15 ans. L'utilisateur explique l'impact sur lui. Il a eu de sérieux problèmes de drogue, d'alcool, de stress post-traumatique et de troubles alimentaires. Il a été incarcéré pour possession et distribution. Heureusement, il est sobre depuis des années, mais le traumatisme semble ne jamais le quitter. Vous avez sans doute remarqué que l'utilisateur ne cite pas les noms des personnes contactées ni des entreprises où il a travaillé. Il mentionne spécifiquement Nickelodeon et Paramount, mais utilise des astérisques ou dit société P ou N pour désigner les autres. Certains disent que ce serait plus crédible s'il donnait des noms, mais il est compréhensible qu'il ne veuille pas. Des preuves ou une corroboration, ce qui est très difficile à obtenir dans un cas pareil. S'il révélait des noms, ces personnes pourraient le poursuivre pour diffamation. On dirait qu'il avait vraiment besoin de se libérer de tout ça. Ce n'était ni le moment ni l'endroit pour insinuer que cette histoire n'était pas crédible. Je n'ai aucune idée s'il disait la vérité ou non, mais vu le niveau de détail dans lequel il est entré, je détesterais penser que quelqu'un pourrait inventer ce genre de choses. Il a donné les initiales de 7 personnes supposées impliquées. BC, JK, Banque Populaire, MW, Eurochèque, RB et AT. Un commentaire a dit que Banque Populaire serait Brian Peck. L'utilisateur ne l'a jamais confirmé, mais sachez que Brian Peck a purgé 16 mois de prison pour 2 chefs d'abus sur un jeune acteur de Nickelodeon et il a ensuite travaillé sur des émissions pour enfants. Il a également été suggéré que MW et Martin Weiss, un manager de jeunes stars qui sont apparus sur Nickelodeon et Disney Channel, qui a été arrêté et condamné en 2011 pour avoir abusé de l'un de ses clients. Je préfère ne pas spéculer sur les autres initiales pour éviter des problèmes judiciaires. Les 2 personnes mentionnées ont déjà été condamnées pour des faits similaires, c'est public. Je ne dis pas que ces initiales désignent forcément Peck et Wise dans cette situation, mais c'est possible vu leur passé. L'utilisateur de Reddit a donné des noms, mais je suppose qu'il a sans doute trop peur pour fournir plus de détails. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, je ne pense pas que ce soit le moment ou le lieu pour insinuer qu'il mentirait sur ses affirmations.
Qu'il mente ou pas, ses affirmations restent crédibles. Tout le monde sait que cela arrive dans cette industrie. Nous venons de mentionner 2 personnes qui ont été condamnées pour cela, mais malheureusement, la grande majorité de ceux qui sont coupables de ces crimes odieux ne seront probablement jamais traduits en justice. Quant à l'utilisateur de Reddit, il n'a rien publié depuis 6 mois. J'espère que cela ne signifie pas qu'il lui est arrivé quelque chose ou qu'il a rechuté. Il semble probable que ce compte était un compte jetable, étant donné qu'il n'a jamais publié que sur ses expériences en tant qu'acteur enfant. Peut-être a-t-il simplement tout dit sur le sujet et s'est arrêté. Le meilleur scénario serait qu'il ait signalé ces incidents et qu'une enquête soit en cours expliquant son silence. Mais d'après son message, on ne dirait pas qu'il voulait vraiment faire ça, il cherchait juste à s'en libérer. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'il va bien et qu'un jour, il aura peut-être le courage de demander justice. Récemment, une utilisatrice a publié sur le bureau d'investigation de Reddit, suspectant son ex-ami d'avoir simulé une grossesse, un accouchement et une hospitalisation en néonatologie. L'ami aurait eu des jumeaux il y a plus de 10 mois, mais l'autrice du post trouve ces récits invraisemblables. Certains la croient, beaucoup non. Elles ont listé les incohérences et raisons pour lesquelles elles estiment qu'elle a inventé toute l'histoire. Je vais les résumer. 3 mois avant d'affirmer être enceinte de 3 semaines et demie, elle déclarait avoir été stérilisée. Ses jumelles sont nées le 14 avril 2020 à 39 semaines, ce qui contredit une grossesse de 3 semaines et demie à la mi-juin 2019. Elle a refusé que sa fille adolescente et son petit ami, père des jumelles, l'accompagnent à ses rendez-vous ou échographies, car après une perte l'an dernier, elle préférait éviter leur présence en cas de mauvaises nouvelles. Elle a partagé des photos d'échographie sur les réseaux sociaux qui ne montraient aucune information d'identification, sauf une qui comportait le nom d'un cabinet qui ne semblait pas exister dans la région ni même dans l'État. Elle a pris du poids pendant sa grossesse, mais pas beaucoup. Et elle n'a jamais vraiment eu l'air enceinte, ce qui ne serait pas impossible mais serait inhabituel, surtout avec des jumeaux. Des incohérences existaient sur la date d'accouchement des jumeaux. Prévue pour une césarienne en février 2020, elle a finalement opté pour un accouchement vaginal après césarienne, et a expliqué sur les réseaux sociaux avoir dépassé le terme, préférant attendre pour diverses raisons. Or, les jumeaux sont nés en avril 2020 à 39 semaines, donc elle n'avait pas dépassé le terme lors de ses publications. Après la naissance, elle expliquait cette incohérence par le désaccord de ses médecins sur sa date d'accouchement. Elle est rentrée seule le lendemain, tandis que les jumeaux restaient en néonatologie. Le père des jumeaux n'a pu assister à la naissance ni aller en néonatologie à cause du confinement. 10 mois plus tard, il n'a toujours pas vu les bébés, ni aucun document les concernant, comme personne d'autre. Elle a dit que les jumeaux avaient divers problèmes de santé expliquant leur absence, comme des poumons sous-développés, des infections et des crises. L'un d'eux aurait eu plus de 20 crises dès la naissance à cause d'une hémorragie cérébrale. Le centre où elle a accouché n'a qu'une unité de soins intensifs néonatales de niveau 2, insuffisante pour gérer de tels cas graves, même si elle a déclaré que leur transfert était impossible faute de stabilité. Un commentaire a remis en question cela, soulignant qu'une unité de soins intensifs néonatales de niveau 2 ne pouvait gérer des bébés aussi gravement malades, donc aucune raison de dire qu'ils n'étaient pas assez stables pour être transférés. Elle a publié des photos des jumelles sur les réseaux sociaux, mais les images étaient là fortement retouchées et recadrées. L'autrice du post a fait une recherche d'images inversées et n'a pas trouvé les photos ailleurs en ligne, sauf une des jumelles se tenant la main qu'elle disait avoir reçue d'une infirmière, mais qu'on pouvait en fait trouver sur Getty Images. Les autres photos ne semblent pas prises en soins intensifs néonatal, absence de moniteur, d'électrodes, et certaines paraissent prises chez quelqu'un. Elle disait que les jumelles grossissaient vite, même si cela ne se voyait pas sur les photos. Des membres de la famille ont essayé d'obtenir les certificats de naissance en ligne en utilisant ces informations et on leur a dit que les dossiers n'existaient pas. Face aux pères, amis et familles, elle a vite bloqué beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, les accusant de harcèlement. Quelqu'un l'a signalé au service de protection de l'enfance pour négligence médicale, mais cela n'a rien donné. La police a dit qu'elle n'agirait que si des dons étaient reçus sous de faux prétextes. Les commentaires étaient remplis de personnes qui soulignaient d'autres incohérences que l'auteur du post n'avait pas explicitement mentionnées, comme le fait que les jumeaux ne sont généralement pas autorisés à aller jusqu'au terme en raison d'une augmentation du risque de décès fœtal au-delà de 36 à 38 semaines. Et le fait qu'il n'y ait même aucune mention d'appel vidéo avec les bébés est vraiment étrange.
On ne peut pas savoir exactement ce qui se passe ici, mais il semble qu'il n'y ait pas de bébé et qu'elle n'ait peut-être jamais été enceinte. J'ai déjà entendu ce genre de cas, comme en 2008, où une femme a simulé la naissance de jumeaux mort-nés à cause du syndrome de Munchausen et de Munchausen par procuration. Elle est même allée jusqu'à organiser des funérailles pour eux alors qu'ils n'ont jamais existé. Donc, il est possible que cela soit dû au syndrome de Munchausen, ou bien que ce soit une sorte de réaction ou même une façon de gérer le traumatisme qu'elle a subi après la perte qu'elle a vécue un an auparavant. Il y a aussi une possibilité qu'elle mente de façon malveillante. L'autrice du post a indiqué qu'elle reçoit de l'argent de la mère du père pour payer son loyer, ses frais médicaux et les affaires du bébé. Peut-être qu'elle agit seulement pour l'argent. Encore une fois, ce n'est pas étonnant, ça me rappelle l'affaire Tyler Hardy sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo. Je ne sais pas si elle a demandé ou accepté des dons pour tout ça, en plus de l'argent qu'elle reçoit de la mère du père. En supposant que tout cela soit inventé, on ne sait pas vraiment si le petit ami est complice ou non. On pourrait penser que non, puisque l'auteur dit l'avoir confronté, mais peut-être faisait-il seulement semblant. Donc je ne sais vraiment pas quoi penser de tout ça, j'ai tendance à pencher un peu plus vers un problème psychologique, mais c'est peut-être simplement parce que j'ai du mal à croire que quelqu'un puisse simuler toute une grossesse et un accouchement juste pour un gain financier, même si je sais très bien que ça arrive. Donc ce premier mystère est en quelque sorte un mystère qui en entraîne un autre. Quand j'ai vu le post pour la première fois, je me suis dit que ça pourrait être une histoire assez légère pour finir, mais en fait, ça devient un peu sombre. Un post sur r/RBI il y a un mois affirmait que l'auteur avait reçu des récompenses bon marché sur tous ses posts. Comme vous pouvez le voir, cela incluait ce post, même si bien sûr je suis sûre que d'autres utilisateurs auraient saisi cette occasion de toute façon. Il précise avoir reçu un message consultable via le lien. Il est écrit « Devine qui c'est », une personne dans les commentaires, et ce n'est pas pour s'amuser. Cela pourrait être quelqu'un ayant vu la publication et voulant les embêter, mais si c'est la même personne qui a attribué toutes les récompenses précédentes, c'est un peu inquiétant. L'auteur du post ayant supprimé son compte, je n'ai pas trouvé d'archives pour retrouver son nom d'utilisateur ni l'historique des publications. Désolé pour le manque de contexte. Quelques théories ont été avancées. Peut-être que c'était juste un utilisateur de Reddit au hasard qui aimait vraiment toutes les publications de l'auteur, même si ce serait un peu obsessionnel. Peut-être que c'était un bot, mais pourquoi alors? Quelqu'un a fait remarquer que les récompenses ont commencé après que l'auteur ait commenté la publication de l'utilisateur Gangstalking77 à propos du harcèlement. Nous l'appellerons 77 car je ne peux pas répéter son nom 10 fois vite. 77 a supprimé son compte, mais j'ai retrouvé certaines de ses anciennes publications et commentaires. Cet utilisateur pense être victime de harcèlement en groupe, ce qu'on appelle le gangstalking. Si vous n'en avez jamais entendu parler, je vous recommande vivement de faire quelques recherches à ce sujet. C'est fascinant, mais assez triste. Je pourrais finir par faire une vidéo à ce sujet un jour, mais je m'égare. Hormis quelques cas graves de harcèlement réel subis par 77, il a aussi été victime de spam de récompenses, comme l'auteur du post. Qu'il y ait eu ou non un lien réel entre l'auteur du post et 77 n'a jamais été établi, cela aurait très bien pu être une simple coïncidence. Peut-être qu'il est arrivé quelque chose de grave à 77 et à l'auteur du post. Il est curieux qu'ils aient supprimé leur compte presque en même temps après avoir subi ce type de harcèlement. Je suppose que la dernière activité que j'ai pu trouver était sur ce post RBI. Je pense plutôt que quelqu'un sur Reddit s'amuse à embêter ces deux personnes. Peut-être que quelqu'un a vu le nom d'utilisateur de 77 ou a vu le post qu'ils ont fait sur r/gangstalking et a pensé que ce serait drôle de les intimider, ou alors ils le font sérieusement parce qu'ils savaient que cette personne pensait être victime de harcèlement en groupe, donc peut-être qu'ils essayaient de l'intimider ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas vraiment pourquoi quelqu'un ferait ça, mais bon, c'est l'internet après tout. Ils ont peut-être fait la même chose avec d'autres utilisateurs qui ont interagi avec 77 pour que tout ça paraisse plus réel et sérieux. Peut-être qu'elles ont vraiment eu l'impression d'être traquées, alors elles ont supprimé leur compte pour éviter tout harcèlement supplémentaire. Et si 77 était derrière tout ça? Peut-être qu'elles ont complètement inventé toute cette histoire de harcèlement en groupe, ou peut-être que dans leur esprit, le harcèlement en groupe était réel, mais qu'elles pensaient qu'en s'attribuant des récompenses à elles-mêmes et à d'autres, ça rendrait l'histoire plus crédible. Et qui sait, peut-être que l'autrice du post et 77 sont la même personne.
Même si 77 ne s'est pas vraiment incrustée dans ce post, elle a été mentionnée par une autre utilisatrice, donc ça semble peu probable, mais j'imagine que tout est possible. Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à l'autrice du post, mais j'imagine que les gens suppriment leur compte tout le temps, donc ce n'est peut-être rien d'inquiétant. Quoi qu'il en soit, j'espère que 77 a juste pris du temps pour obtenir l'aide dont elle avait besoin. Je ne suis pas elle, donc je ne peux pas juger si ce qu'elle vivait était réel, mais elle paraissait très paranoïaque dans certains messages. Il y a 5 mois, un post Reddit racontait « Mon père a trouvé un sac à dos étrange en urinant dans les bois près de ma ville natale du Wiltshire en Angleterre, Fructagère. » On pouvait lire « Il y a quelques années, mon père urinait derrière un arbre dans un bois près de notre petite ville. Il a vu un sac à dos au sol derrière un arbre. Curieux de nature, il a fouillé le sac pour trouver le propriétaire. À l'intérieur, parmi quelques vêtements, il y avait un portefeuille. En l'ouvrant, il a vu que le permis portait la photo d'un jeune homme asiatique. Le nom sur le permis m'a échappé, donc pour les besoins de cette histoire, je vais l'appeler Adam Smith. Heureusement, le portefeuille contenait aussi une carte avec son adresse, sûrement prévue pour ce genre de situation. Troublé par ce sac, mon père a choisi de le rapporter à l'adresse inscrite sur la carte, située à environ 5 km. Lorsqu'il arrive à la porte d'entrée, il est accueilli par une femme âgée d'environ 60 ans. Mon père a demandé à la femme « Adam Smith habite-t-il ici ?» Soudain, la femme pâlit et répondit d'une voix tremblante « Adam est mort depuis 5 ans. T'es payé te casser la fossée. » Complètement abasourdi par cela, mon père sortit le permis de conduire pour le montrer à la femme. Elle lui dit que l'homme sur la photo n'était pas Adam, qui était son mari. Elle a ensuite montré à mon père des photos d'Adam, un homme blanc âgé à barbe. La femme et mon père étaient tous les deux complètement choqués par cela, et lorsque mon père lui a montré le reste du contenu du sac, elle a identifié certains des objets qui s'y trouvaient, par exemple une montre de poche qui avait appartenu à son défunt mari. Adam Smith est mort d'un cancer, et non dans des circonstances suspectes. À ce jour, personne ne sait pourquoi le sac a été laissé dans les bois, ni qui était réellement l'homme asiatique. Une mise à jour précisait que le père d'Opie avait contacté la police, qui refusait d'enquêter. C'est assez étrange. Et quand j'ai lu cela, je ne savais pas quoi penser. J'ai d'abord pensé à un vol d'identité, mais pourquoi cet homme aurait-il les affaires d'Adam ? Des commentaires ont suggéré qu'il s'agissait peut-être d'un immigré clandestin ayant volé l'identité d'Adam. Une utilisatrice a aussi proposé que l'homme asiatique soit un employé d'hôpital, de funérarium ou un cambrioleur ayant dérobé les objets. Je ne sais pas si la femme d'Adam veut vraiment approfondir cette enquête ou non, mais ce serait certainement un point de départ. Apportez le permis de conduire à l'hôpital où était son mari ou à la maison funéraire des obsèques et voyez si quelqu'un reconnaît l'homme sur la photo. C'est étrange que l'adresse soit toujours celle d'Adam, mais peut-être que le voleur n'a pas eu le temps de la changer ou a juste volé un permis à Adam de son vivant et remplacé la photo. La publication avait seulement 16 commentaires, sans nouvelle théorie. La théorie du vol d'identité semble donc la plus plausible pour l'instant. Je me demande quand même comment le sac à dos est arrivé là-bas au départ. J'ai du mal à imaginer que ce soit courant que des gens perdent carrément tout un sac. Je veux dire, bien sûr, des objets peuvent tomber d'un sac, mais littéralement laisser tout un sac derrière soi, c'est quand même assez inhabituel. Si c'est une usurpation d'identité, le voleur ne serait-il pas encore plus prudent avec le sac, sachant qu'il contient des objets prouvant son identité ? On pourrait croire qu'il surveillerait ce sac bien plus qu'une personne normale. Le fait qu'il ait aussi été laissé dans une zone boisée, mais que faisait-il là-bas ? Je me demande si cela a été caché exprès, mais dans ce cas, ils auraient sûrement mieux dissimulé. Opérateur n'a presque rien posté depuis et encore moins de mise à jour. Si la police refuse d'enquêter, Opérateur ne peut pas faire grand-chose, donc il est peu probable qu'on ait un jour une mise à jour ou une résolution sur leurs signes. Le premier mystère est relativement récent puisque l'utilisateur a posté pour la dernière fois il y a environ 5 mois, donc je pense que ça compte encore. L'utilisateur Snapped Fingers a publié des messages très troublants pendant son temps sur Reddit. Sa bio dit « Besoin de conseils sur des choses qui apparaissent mais ne devraient pas, merci de me contacter. » Le compte a environ 1 an et publiait assez régulièrement depuis sa création jusqu'à il y a 5 mois. Environ 1 mois après la création du compte, ils ont publié un message sur r/confession intitulé « En 2008, j'ai planté une perceuse électrique dans mon bras ». Il disait
Aussi loin que je me souvienne, j'ai pu voir et entendre des choses qui n'étaient pas réelles, et c'est toujours le cas. Je les vois généralement dans ma vision périphérique, et quand je tourne la tête pour les regarder, ils disparaissent. Mais parfois les plus grands ne partent pas quand je les vois. En 2008, alors que je montais une étagère, une masse noire est soudain apparue et a englouti mon bras libre. Je ne l'ai pas vue avant qu'elle soit juste sur moi. Ça m'a tellement effrayée et elle remontait de mon bras vers mon visage, alors j'ai commencé à enfoncer la perceuse dedans. Au second coup, j'ai touché mon bras et l'hallucination a disparu. J'ai menti en disant que je m'étais blessée seule en glissant lors de mes soins. Ce n'était pas le seul message inquiétant publié par cette utilisatrice. Dans un autre message, elle a demandé si, en se mordant le doigt jusqu'à l'arracher, il pourrait être recousu ou bien recousu ailleurs. Un autre message raconte qu'elle a vu un enfant percuté par un train sans rien ressentir et que la situation a empiré ensuite. Puis, elle évoque des êtres interdimensionnels et comment elle peut les bannir. Comme tu l'as sûrement déjà envisagé, il semble probable que Dwight Clackey souffre d'une sorte de maladie mentale, comme la schizophrénie, et cela pourrait expliquer ses hallucinations. Il a affirmé qu'il voyait et entendait des choses inexistantes depuis son enfance. Des choses qui lui chuchotaient à l'oreille, à des choses qui sautaient sur son lit, puis s'enfuyaient dès qu'il les regardait. Malgré tout, Snapped Fingers insistait, il n'était pas schizophrène. Il disait avoir déjà pris des médicaments sans effet. Les médicaments ne fonctionnent pas pour tous, et si Snapped Fingers n'a tenté qu'un traitement, son échec ne prouve pas qu'il n'est pas schizophrène. Évidemment, nous ne savons pas avec certitude s'il l'est, mais cela semble quand même assez probable. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Ils se sont de plus en plus concentrés sur les catacombes de Paris, pensant qu'un portail vers l'enfer s'y trouvait. Ils ont économisé pour un billet, mais ont ensuite dit qu'on les avait conduits en voiture. Ils voulaient explorer seuls les catacombes en traçant à la craie, mais ont renoncé quand quelqu'un a souligné que cela pourrait guider les monstres vers lui. Ils ont même mentionné qu'ils étaient prêts à se couper un membre pour le sacrifier à leurs êtres interdimensionnels si nécessaire. Évidemment, c'est un plan terrible, je veux dire. Même explorer les catacombes seuls est déjà quelque chose de très dangereux à faire. Des gens se sont déjà perdus et même morts là-dedans auparavant, et surtout, élaborer des plans pour se couper un membre sans soins médicaux immédiats, c'est tout simplement une recette pour le désastre. Selon le message, il est arrivé à Calais le mardi 5 mai 2020, après avoir engagé un groupe d'hommes pour l'y emmener. Il a dit qu'il n'avait pas prévu les fonds pour aller de Calais à Paris, donc au moment où il écrivait le message, il se trouvait à l'intérieur d'une benne où il se cachait des êtres interdimensionnels qui entouraient la benne à l'extérieur. Un message sur R/Dimensional Breach demandait à être réinvité sur le Discord pour savoir comment démarrer une voiture sans clé. Le message contenait de nombreuses fautes d'orthographe et était un peu incohérent, mais il se terminait par « Invitez-moi, 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 invitez-moi s'il vous plaît ». Il est difficile de spéculer sans connaître cette personne, mais pour moi, c'est un signe que sa santé mentale pouvait se détériorer. Le message suivant a été publié le jeudi 7 mai, lorsqu'ils ont dit qu'ils entreraient dans les catacombes dans quelques heures, qu'ils étaient simplement en train de se préparer mentalement pour cela. Ils ont dit qu'ils avaient dû voler une voiture pour aller de Calais à Paris, mais qu'ils avaient engagé quelqu'un pour amener la voiture à l'endroit où ils l'avaient trouvée et qu'ils avaient laissé un mot dans la voiture pour expliquer la situation. Doigt claqué a mentionné à plusieurs reprises dans ce message et dans d'autres une personne qui se faisait appeler Criant artistiquement. Il a dit que c'était lui qui avait appelé quelqu'un pour déverrouiller et démarrer la voiture sans les clés. Je n'ai pas pu trouver cette personne sur Reddit. J'ai supposé, d'après ce que disait le message, que cette personne était sur Discord, mais évidemment, sans numéro ni rien, je ne saurais pas comment la retrouver. D'après ce que j'ai vu, cette personne n'a jamais commenté sur Reddit, c'était juste quelqu'un avec qui ils ont interagi sur Discord, peut-être. Le dernier post de ce compte, il y a 5 mois, annonçait leur entrée imminente dans les catacombes. Que s'est-il vraiment passé ici? Une théorie suggère que tout cela est un alternate reality game, que Snapped Fingers n'existe pas vraiment, ou que ces expériences sont inventées, ou qu'il s'agit simplement d'un troll cherchant de l'attention. Malgré quelques posts sur des subreddits de jeux vidéo, la plupart des publications de ce compte concernent les délires de l'utilisateur. Une utilisatrice a commenté la dernière publication de Snapped Fingers en affirmant le connaître en vrai. Elle a dit qu'elle l'avait emmené au travail en voiture après qu'il ne soit plus en état de conduire lui-même. Elle a dit qu'il s'était passé quelque chose en allant au travail et qu'elle avait demandé à Snapped Fingers d'en parler en ligne. Les commentaires m'en restent vagues, il est donc difficile de comprendre la situation, mais cette utilisatrice a dit avoir taquiné Snapped Fingers sans penser que ça irait aussi loin. Snapped Fingers
a rejoint un serveur Discord où Screeching artistiquement et une autre personne l'ont persuadé que les catacombes de Paris abritaient un portail vers l'enfer. Elles l'ont aussi convaincu que tout le monde sur le serveur Discord était possédé. Selon les commentaires de cet utilisateur, il se moquait simplement de lui, sans vraiment y croire, et faisait juste une blague. L'utilisatrice a dit qu'elle savait que quelqu'un avait emmené Snapped Fingers à Paris, pensant alors qu'il s'agissait de sa sœur ou demi-sœur. Elle n'explique pas pourquoi elle l'a supposé. Il est difficile de savoir si cette personne dit vrai, mais si oui, cela signifie que Snapped Fingers n'était sans doute pas un troll et souffre vraiment de troubles mentaux. Elle semblait vouloir explorer ces catacombes pour trouver le portail vers l'enfer. Alors, que leur est-il arrivé? Je veux dire, on ne sait même pas avec certitude si elles y sont arrivées. Si cet utilisateur a raison, elles ont été prises en charge, mais sont-elles vraiment arrivées aux catacombes? Y sont-elles vraiment entrées et peut-être perdues? Peut-être qu'il leur est arrivé autre chose en chemin, ou peut-être qu'elles ont simplement décidé de ne pas y aller et ont arrêté de publier. Un commentaire insinuait que cette utilisatrice était doigts claqués et que tout cela était un canular. Le commentaire le suggérait car les deux comptes parlèrent d'un enfant percuté par un train et de leur absence de ressenti, laissant penser qu'il s'agissait peut-être de la même personne. L'utilisatrice assurait que l'événement avait eu lieu alors qu'elle conduisait Doigts claqués au travail, donc elle l'avait vu ensemble. Elle a dit que Doigts claqués était trop fière pour publier un récit fidèle de sa réaction, alors elle l'a fait à sa place. Donc, au moins pour l'instant, personne ne sait si ce sont la même personne ou ce qui s'est réellement arrivé à Doigts claqués. Je veux dire, j'espère vraiment que si cette personne souffrait de troubles mentaux, elle a finalement décidé de ne pas entrer dans les catacombes et qu'elle n'a tout simplement pas pris la peine de reposter depuis, parce qu'elle reçoit maintenant de l'aide pour ce dont elle pouvait souffrir. Mais pour l'instant, cela reste un mystère. Le vrai nom de MS6006 est Maki, donc on va s'en tenir à ça. Commençons par l'un de ses posts sur RBI, publié le 20 août 2021, intitulé « Demande d'informations sur un programme télévisé. J'ai une question très importante sur une émission regardée en 2013. Avec les infos que j'ai, je ne le trouve pas sur Google. Même si une autre personne pourrait m'aider à identifier le programme télévisé que j'ai vu à la télévision par câble, je pense que c'est un problème surprenant de ne pas pouvoir retrouver un programme télévisé ou même d'autres formes de médias si les détails ne sont pas suffisants. Des ressources existent pour retrouver des médias, mais compter sur Google ou autrui peut poser problème. Aucune institution officielle n'affirme que les médias sont retrouvables avec ces informations. Comment peut-on résoudre ce problème? Ce type de situation ne devrait pas mener à une question considérée comme insoluble. J'ai vu l'émission de télévision probablement vers 14h34. La date est inconnue, mais cela pourrait avoir été le 25 février ou le 16 août. La chaîne est inconnue, ainsi que le numéro de chaîne. L'émission en couleur américaine en anglais aurait pu passer sur la chaîne de science-fiction. Le genre est l'horreur. Dans une scène, il y a une femme en robe rouge, courte et moulante, qui était assise à côté d'une lampe verte dans une pièce complètement noire. La femme était caucasienne et avait les cheveux blonds. Elle ressemblait à Marilyn Monroe. Peu après son apparition à la télévision, elle a disparu et un gémissement s'est fait entendre pendant qu'elle s'évanouissait. Dans la scène suivante, un homme a des crochets de serrurier sur un porte-clés et tente d'ouvrir la porte en essayant chaque crochet sur la serrure tout en se tenant à côté d'une autre femme qui panique. La porte est marron et la pièce autour d'eux est sombre. La pièce devient soit encore plus sombre, soit elle se referme sur eux. Dans la troisième scène, un homme et une femme, tous deux avec des lunettes de soleil, s'échangent une arme puis quittent la pétilante la pièce. La pièce est sombre avec une teinte vert clair et il y a des étagères d'armes en arrière-plan. Dans le générique de fin, une femme parle puis un homme prend la parole également et pendant que le générique défile, on voit une ville surplombant une pièce ou un entrepôt. Pour la disponibilité de la technologie permettant d'identifier un programme télévisé, si rien n'est accessible, cela poserait-il problème si personne ne peut te répondre à cette question? En ce qui concerne les médias perdus, comment ce type de problème pourrait-il être résolu? Certains détails sont donc étranges. 14h34 est très précis. Le 25 février et le 16 août sont aussi précis, pourtant Maki ne semble pas sûr. La publication aurait pu être plus claire, il y a beaucoup de digressions et certaines phrases n'ont tout simplement pas beaucoup de sens, mais au final, c'est juste un gars qui essaie d'identifier une scène dont il se souvient d'une émission télé, non? Je veux dire, oui,
C'est l'explication la plus simple de ce qui se passe ici, mais disons simplement que l'intrigue se complique. Ce n'est pas la première publication de Maki à propos de cette scène. En fait, cela fait plus de 2 ans qu'il publie sur Reddit pour essayer de la retrouver. Il a publié assez fréquemment sur différents subreddits, à plusieurs reprises, notamment Ask, Database, Télévision Detail, Movies, Lockpicking, Lost Media et Ask Reddit. Ce n'est certainement pas rare que des utilisateurs de Reddit publient plusieurs fois les mêmes choses et parfois on suppose qu'il s'agit du travail d'un bot. Mais dans ce cas, je ne suis pas vraiment convaincu. Bien que d'autres publications évoquent la même scène, souvent partagée ou copiée, de nombreuses variantes existent. Ce n'est pas juste 1 ou 2 messages spammés partout. Le message que je viens de lire est l'un des exemples les plus détaillés, mais d'autres incluent encore plus de détails et certains changent de format, comme celui-ci écrit à la 2e personne il y a 9 mois. Tu cherchais un film ou une émission. Tu étais dans la pièce le 16 août 2013. Cela pourrait être en 2012, mais dans ce cas, tu n'es pas sûr de la référence. Tu cherchais ce que tu avais vu avec un téléphone Sprint. Ta mémoire est floue. C'était peut-être la chaîne 36, mais tu n'en étais pas sûr. La chaîne était AMC. Tu devrais aller sur Google, tu essaies d'enquêter sur ce qui s'est passé ce jour-là. Il continue ensuite à décrire les scènes dont il se souvient. En revenant au premier post de Maki sur r/tip of my tongue en avril 2019, il pense clairement que les scènes viennent d'un épisode de Battlestar Galactica. Il semble ensuite avoir abandonné cette piste, peut-être faute de retrouver les scènes, car ses messages suivants ne citent plus la série et cherchent plus largement où cela aurait pu se passer. Battlestar Galactica et de nombreuses autres séries ou films ont été proposés au fil des années, mais aucun ne semble convenir. Souvent, il a semblé que les scènes étaient retrouvées, mais il y a toujours un détail qui ne colle pas tout à fait. Sur l'une des publications de Maki datant d'environ 1 mois, il a répondu à l'un des commentaires « Beaucoup de gens pensent qu'il n'est qu'un sédétance qu'il s'agit de Battlestar Galactica, mais pour une raison quelconque, je n'arrive pas à trouver le programme télévisé décrit en ligne. Je ne sais pas s'il veut dire qu'il ne trouve pas la série en ligne ou qu'il ne trouve aucun endroit pour la regarder. Plusieurs options sont apparues sur Google, donc je ne comprends pas son erreur. » On peut voir, à travers ses commentaires et d'autres, qu'il engage toujours la conversation avec les gens uniquement dans le but de trouver les scènes. Cela indique aussi que ce n'est sans doute pas un bot, car ceux-ci discutent rarement avec les gens. La minuscule avancée qu'il a réalisée a pris beaucoup de temps et ne l'a jamais vraiment mené nulle part. Pourtant, cela ne semble absolument pas le décourager. Par exemple, il y a 11 jours, il a mentionné qu'il avait, je cite, « enfin trouvé une liste d'émissions télévisées avec du crochetage de serrure comme si c'était une percée ou quelque chose du genre. » Après 2 ans de recherche, le plus grand progrès est une liste d'émissions télé avec du crochetage de serrure. Toutes les suggestions que les gens donnent semblent être ajoutées à une liste sans être vraiment approfondies et nous avons maintenant une liste de 19 séries télévisées et 25 films qui pourraient correspondre, y compris Dexter, Desperate Housewives, Lost, Mythbusters, Arabesque, Mission Impossible 3 Sherlock Holmes, Le silence des agneaux, Watchmen et même Madagascar, ce qui signifie que nous ne pouvons même pas exclure les dessins animés ou les films d'animation. Pour l'une des séries de la liste Castle, il précise même la saison et l'épisode, mais il ne sait toujours pas si c'est la bonne. 2 ans et d'innombrables publications sur Reddit, c'est déjà beaucoup d'efforts, mais cela va encore plus loin, bien plus loin. J'ai cherché sur Google le nom d'utilisateur de Maki et ses descriptions habituelles pour voir s'il avait publié ailleurs. En fait, il l'a fait, et je ne pourrais même pas vous dire le nombre total de messages qu'il a publiés, même si cela doit dépasser le millier, voire bien plus. En ce qui concerne le nombre de sites où il a créé des comptes pour en parler, j'ai cessé de compter après 25. J'ai trouvé de nombreux messages sur Facebook, Alien Soup, les forums internet Movie Database LinkedIn, avjustanswer.com, Quora, des forums de crochetage de science-fiction, des blogs et sites web divers. Il possède aussi un compte Reddit distinct où il a posté de septembre 2018 à mars 2019. C'est sûrement la même personne, vu les détails. Les noms d'utilisateurs proches de Messis006 ou Maki et un style d'écriture distinctif.
Cette découverte augmente non seulement l'ampleur de ce mystère, mais aussi sa durée, puisque le premier message que j'ai trouvé date de 2017, il y a 4 ans. Tout comme sur Reddit, Maki peut parfois passer quelques mois sans rien poster, mais il finit toujours par revenir. Dans une publication Facebook, Maki affirme qu'en plus de chercher en ligne sur différents forums et de demander à des gens, il a aussi contacté la Federal Communication Commission, la chaîne SIFI, Cox Cable et d'autres organisations, sans succès. C'est vraiment assez déroutant qu'il ne l'ait pas encore trouvé. Lorsque vous combinez tous les détails provenant des différents messages, vous obtenez une description très précise. Pour résumer, Maki essaie de retrouver une émission de télévision ou un film dont tu as vu quelques scènes soit en 2012, soit en 2013, peut-être le 25 février ou le 16 août, vers 14h30. C'est peut-être américain en couleur de science-fiction, horreur ou thriller et pourrait se dérouler dans un vaisseau spatial. Il se rappelle 4 scènes précises. Une femme blanche-blonde en robe rouge, façon Marilyn Monroe, est assise jambes croisées sur une chaise ou un canapé inclinable. La pièce est plongée dans l'obscurité et quand un autre personnage entre, la femme gémit puis disparaît. Dans la deuxième scène, un homme qui pourrait s'appeler Harry tâtonne avec un trousseau de crochets avant de trouver le bon pour ouvrir la porte. Il y a une femme à côté de lui qui pourrait s'appeler Suzanne et elle panique. En franchissant la porte déverrouillée, la pièce s'assombrit et paraît se refermer sur eux. Dans la troisième scène, un homme portant des lunettes de soleil donne une arme à une femme qui porte aussi des lunettes de soleil, dans une pièce avec un présentoir d'armes qui a une teinte verte. Enfin, lorsque le générique débute, une femme parle à un homme dans un entrepôt et un gratte-ciel surplombe l'entrepôt en arrière-plan. La citation finale est soit « celui qui nous observe nous teste », soit « ce doit être une rencontre extraterrestre, ceux présents doivent nous observer ». Le nom Joe Camry a peut-être figuré dans le générique. On se demande comment Maki n'a pas encore identifié ce film ou cette série, alors qu'il ne cède pas vraiment. Il hésite à visionner lui-même les séries recommandées pour retrouver la scène. Même avec un épisode précis, il se contente souvent de redécrire la scène et de dire « si ça correspond, c'est peut-être ça, sinon ce n'est pas ça ». Ensuite, il s'arrête et continue à demander autour de lui. Il dit ne pas avoir trouvé cette scène, mais je ne l'ai jamais vu répondre à un commentaire pour dire qu'il a vérifié la suggestion et qu'elle n'était pas la bonne. Parfois, il dit juste qu'il n'est pas sûr ou répond que c'est peut-être l'une des suggestions sans indiquer qu'il va vérifier et il ignore certaines propositions. C'est étrange, vu tous ses efforts pour demander autour de lui, ce n'est pas comme s'il ne faisait pas d'autres efforts non plus. Il a bien contacté différentes organisations et chaînes de télévision, ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais certaines de ses autres méthodes semblent mal orientées et un peu une perte de temps, comme lorsqu'il cherche une liste d'émissions qui inclut le crochetage de serrures. On dirait même pas que l'émission parle de crochetage de serrures, il y avait juste une scène où c'était montré, comme dans des milliers d'autres films et séries, donc ça ne réduit pas vraiment la liste. Il vaudrait mieux suivre les épisodes recommandés par d'autres, car ils correspondent mieux à la description de Maki, plutôt que de se fier à une simple liste d'émissions avec une scène de crochetage. Je commence vraiment à penser que Maki ne veut pas trouver la réponse, ou que quelque chose, sans que nous le sachions, l'en empêche. Il se pourrait qu'il se souvienne mal de certains détails ou qu'il mélange dans son esprit des scènes ou des éléments de 2 films ou séries, voire plus, et qu'il les fusionne en un seul souvenir. Il a reconnu que c'était possible dans un commentaire récent sur Reddit. Cela semble très probable quand on remarque que certains détails sont confondus. Il pense parfois que la dame en robe rouge est près d'une lampe verte. La lampe verte est parfois dans la 3e scène. Parfois, il doute du réseau ou des noms des acteurs et personnages. D'autres fois, il dit que la chaîne pourrait avoir été AMC et il se souvient du nom Joe Camry dans le générique ainsi que des noms de 2 personnages, Harry et Suzanne. Certains détails me font me demander s'il pense au film Cube, même s'il faudrait que ce soit une combinaison d'au moins le premier et le 2e film. Je les ai vus il y a un moment, donc je ne me souviens pas de chaque détail sans les revoir tous. Ce sont des films canadiens, mais je croyais qu'ils étaient américains jusqu'à vérifier sur Google, peut-être que Maki s'est aussi trompé. Ils sont en couleur, c'est de la science-fiction horreur, et cela semble se dérouler dans un vaisseau spatial.
Dans Cube 2, il y a une femme qui porte une robe rouge, même si je ne me souviens pas qu'elle a disparu dans une pièce sombre. Je me souviens que les murs d'une ou plusieurs pièces se referment et qu'au moins une a une teinte verte. Je ne sais pas pourquoi, le 25 février et le 16 août sont restés dans l'esprit de Maki comme des dates où il aurait pu le regarder, mais peut-être qu'il a vu Cube en février et Cube 2 en août, puis qu'il a inconsciemment combiné des détails des deux pour former le souvenir qu'il a, en ajoutant peut-être même des éléments d'autres films. Cube ou autre, je pense que le film ou la série a déjà été identifié, mais Maki ne s'en rend pas compte ou refuse de l'admettre pour une raison quelconque. La question la plus déroutante que je me pose à propos de tout cela, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Maki est-il toujours aussi déterminé à retrouver une série vue il y a 8 ans ? Dieu seul sait combien de temps il a passé non seulement à en parler en ligne, mais aussi probablement à y penser. Nous avons tous déjà vécu une situation où, après avoir vu quelques minutes d'un programme à la télévision et oublié son nom, nous étions frustrés de ne pas pouvoir le retrouver plus tard. Il ne serait pas inhabituel de poster sur quelques subreddits ou forums pour voir si quelqu'un peut l'identifier à partir d'une description, mais sinon, la plupart des gens abandonneraient si probablement ils ne passeraient pas 4 ans à y penser. Chaque fois que quelqu'un demande à Maki pourquoi c'est si important pour lui, il les ignore simplement, ne nous laissant que des théories, et encore, très peu. Bien sûr, Maki pourrait troller ou vouloir créer un mystère en ligne. Je me suis demandé si le mystère des tartes au citron vert du capitaine Kutchi l'avait inspiré. C'est assez similaire dans le sens où il y a eu de nombreux messages différents sur divers sites pendant une longue période, mais je ne pense pas que cela soit devenu très populaire avant qu'il ne commence déjà à publier. J'avais entendu parler du mystère des tartes au citron vert il y a des années, mais il a vraiment explosé en 2018 selon Google Trends et les vidéos YouTube. Il n'aurait vraiment pas de sens que Maki passe autant de temps à copier un mystère qui, à l'époque, n'était pas si connu que ça. Ce n'est que ces dernières semaines que Maki a été mentionné ailleurs que dans son propre post, et 4 ans, c'est long pour continuer sans aucune récompense. Les mêmes arguments servent à contester l'idée qu'il cherche juste à créer un mystère ou à troller. C'est beaucoup d'efforts à fournir pour presque aucune attention. Un autre élément qui me fait penser que Maki n'est pas un troll est qu'il a utilisé, semble-t-il, son vrai compte Facebook pour publier sur l'émission. Sans parler de son compte LinkedIn qui indique publiquement où il vit et son emploi. Je ne comprends pas pourquoi il voudrait associer son nom et ses infos personnelles à une tentative de trolling ou à un mystère. La seule exception serait s'il souhaitait faire connaître son nom pour promouvoir quelque chose, comme suggéré dans la vidéo sur Maurice Harper, où il aurait pu promouvoir sa musique. Maki ne semble rien avoir à promouvoir. En regardant son Facebook, il a publié plusieurs liens de parrainage vers l'un de ces sites qui vous paient pour répondre à des sondages, mais il ne remonte qu'à juillet de cette année, donc ça ne peut pas être ça. Ce n'est même pas comme s'il utilisait toujours le même nom. Parfois, il utilise son vrai nom ou une variante d'M6, mais il y en a d'autres que tu n'associerais pas à lui si tu ne voyais pas ses publications. En prenant tout cela en compte, je ne sais toujours pas exactement pourquoi il fait ça, mais je ne pense pas qu'il ait une arrière-pensée. J'ai pensé que c'était juste un gamin avec trop de temps libre. Cela expliquerait la structure de phrase et la mise en forme pas très avancée, mais j'ai vu des informations qui suggèrent que Maki a environ 35 ans. L'explication la plus plausible semble être que Maki souffre peut-être d'une maladie mentale ou d'un trouble qui le pousse à s'obséder sur ce souvenir. Le temps qu'il a consacré à rechercher ces scènes peut être vu comme une hyperfixation, symptôme de troubles comme le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ou l'autisme. L'hyperfixation n'est pas couramment répertoriée directement comme un symptôme de trouble tel que le trouble bipolaire ou la schizophrénie, même si j'ai trouvé pas mal de discussions en ligne dans des communautés concernées entre des personnes diagnostiquées avec l'un de ces troubles et qui pensent que l'hyperfixation est un symptôme pour elles. Ce post que j'ai trouvé sur le subreddit bipolaire vient d'une utilisatrice qui a tendance à se fixer sur des personnages fictifs, et cette fixation peut durer plus d'1 an. Ceci est anecdotique et 4 ans, c'est bien plus long qu'1 an, mais cela semble certainement une explication plausible. Parfois, l'hyperfixation sert de mécanisme d'adaptation ou de distraction. Maki a peut-être vécu un traumatisme et s'est alors passionné pour ce film ou cette série pour y faire face. Peut-être que plus il s'acharnait à identifier la série sans succès, plus sa détermination grandissait.
Récemment, un post sur le subreddit de Nexpo évoquait l'obsession de Maki pour les scènes mémorables et un commentaire y proposait cette théorie. Je pense qu'en raison de la nature obsessionnelle et du moment précis mentionné, Opi pourrait être coincé dans une boucle de pensée induite par un traumatisme ou souffrir d'une légère psychose causée par un traumatisme accablant qui s'est produit. C'est peut-être ce qu'il regardait quand cette chose est arrivée, avant ou après, etc. Je ne suis pas une professionnelle, mais j'ai déjà vu ça auparavant. Je ne suis pas une professionnelle non plus, et je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations en ligne sur un type de boucle aussi spécifique. Je ne le formule peut-être pas bien, mais j'ai déjà entendu parler de ça. Si vous en savez plus, merci de compléter ou corriger dans les commentaires. Si ce commentaire est juste, il est probable qu'un événement en 2017 ait déclenché cette obsession de retrouver l'émission. À moins que Maki n'ait posté avant cette date, mais 2017 est la publication la plus ancienne que j'ai trouvée, alors pourquoi a-t-il attendu 4 ans avant de commencer à chercher ? En regardant le Facebook de Maki, il n'y a aucun signe évident de quelque chose qui se serait passé autour de 2017, même si je ne l'ai pas en ami, donc il y a probablement des publications qui ne sont pas publiques. Il est marié depuis 2011, et je me demande même si sa femme est au courant de cette obsession. On pourrait penser qu'il en aurait parlé avec elle, mais il se peut qu'elle ne sache pas qu'il en parle autant en ligne. Si Maki est autiste ou a un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité par exemple, il peut y avoir des améliorations à l'âge adulte ou à différents moments de la vie, mais ce sont des conditions qui durent toute la vie. S'il a présenté soudainement ce symptôme, cela pourrait plutôt indiquer un trouble bipolaire ou une schizophrénie, auquel cas on pourrait penser que sa femme essaierait de lui trouver de l'aide. C'est s'ils sont toujours ensemble. Sa biographie indique toujours qu'il est marié, mais je me demande s'ils se sont séparés et si c'est peut-être ça qui a déclenché tout ça, mais c'est vraiment juste une supposition au hasard. Quoi qu'il en soit, il semble que Maki ne soit pas isolé de personnes qui tiennent à lui, donc s'il a besoin d'aide, j'espère qu'elles l'aideront à en obtenir. Le dernier mystère à explorer est un autre post de RBI assez troublant. Denim Pigeons a publié il y a 5 mois. Mon ami a commencé à rénover une maison achetée en banlieue de Los Angeles. Son entrepreneur, en arrachant le plafond, a trouvé un conduit de ventilation étrange. Il a découvert 2 rectangles mous, soigneusement emballés dans du papier, les a descendus du plafond et a ouvert le premier, Tesquener. Avant d'ouvrir le second, il a appelé la propriétaire. En ouvrant le second, le papier s'est effrité, révélant des sous-vêtements féminins couverts de ce qui semble être du sang. Les vêtements étaient rétro et incluaient un rouge à lèvres vintage qui, après vérification en ligne, semblait avoir été rangé peu après 1975. Elle a appelé la police qui lui a dit que ce n'était rien. Elle a également appelé le FBI qui lui a dit de contacter la police d'État. Maintenant, nous nous tournons vers Reddit. Que devrait-elle faire ? Il y avait pas mal de vêtements qui ont été retrouvés dans le tuyau. Cette photo les montre en tas. Pigeon précise plus tard dans les commentaires que les vêtements étaient de tailles variées, comme 36, taille 6, petit et certains sans indication. Je ne connais pas bien les tailles américaines, mais au Royaume-Uni, elles varient beaucoup selon les marques. J'ai des vêtements de taille 6 à 12 dans ma garde-robe, donc différentes tailles ne signifient pas forcément qu'ils appartenaient à plusieurs personnes. Il est parfois difficile de voir les taches de sang sur certaines photos du post, mais celle-ci montre clairement des taches sur un bikini jaune. Je ne sais pas à quoi ressemblent des taches de sang de 50 ans, mais j'imagine que ça pourrait être ça. Cette photo montre le rouge à lèvres retrouvé avec les vêtements. Impossible de dire en voyant les photos si les vêtements étaient tachés de sang ou autre, mais je ne comprends pas que la police n'ait pas fait de test. Ça paraît improbable, mais à quelle fréquence trouve-t-on chez soi des vêtements tachés de sang cachés dans un tuyau ? Je ne vois aucune raison logique pour laquelle quelqu'un irait aussi loin pour cacher ces objets. Je veux dire, la théorie évidente à laquelle nous pensons tous, c'est « et si cela pouvait être lié à un meurtre ou à une disparition, peut-être ?» Cela mérite au moins une enquête. Aussi choquant que cela paraisse, il n'est pas rare que des meurtriers gardent des objets des victimes comme trophées ou souvenirs du crime. Une utilisatrice a réussi à trouver une affaire de personnes disparues sur Namus où la personne avait été vue pour la dernière fois portant un bikini jaune, mais d'autres utilisatrices ont publié d'autres affaires possibles auxquelles ce vêtement pourrait être lié. D'autres théories ont été avancées.
comme le fait que ces vêtements n'appartenaient pas forcément à une victime de meurtre ou de disparition, mais qu'il s'agissait simplement d'un pervers qui volait les sous-vêtements des gens, je suppose. Il est aussi possible que ces vêtements aient appartenu à une personne travestie, ce qui, dans les années 70, aurait été mal vu. Il est donc logique qu'ils aient été cachés. Aucune de ces théories n'explique la présence de sang, si c'en était. Je veux dire, j'imagine qu'il y a d'autres possibilités, peut-être que c'était simplement des marques dues à l'âge pour ainsi dire, ou peut-être de la rouille provenant du tuyau ou quelque chose comme ça, mais je crois que l'auteur du post a précisé que le papier à l'extérieur ne semblait pas être taché ou quoi que ce soit, donc cela paraît assez improbable. Mais c'est justement pour ça que la police aurait dû enquêter ou au moins faire des analyses dérobées sur les vêtements, au cas où par hasard cela aurait été lié à un crime quelconque. Kate prenait encore des photos malgré la demande d'analyse de sang faite par son ami. Désolé, mais l'auteur du post n'a encore pas tenu ses promesses. La publication n'a jamais été mise à jour et c'était le dernier message de l'auteur sur ce compte. Ils ne sont plus actifs depuis. J'ignore si c'est par manque de nouvelles, suite à l'implication de la police ou autre, mais j'espère qu'on aura bientôt une conclusion à cette histoire. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'il y en avait au moins une que vous ne connaissiez pas. Elles sont toutes assez nouvelles pour moi. Partagez vos théories et avis en commentaire. Et si vous connaissez d'autres mystères peu connus sur Reddit, indiquez-les aussi. Merci d'avoir regardé, likez et abonnez-vous si vous avez aimé. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Récemment, Anikex22 a publié sur Reddit. Bureau d'enquête après s'être inquiété au sujet de sa voisine. Le post disait « Bon, je ne suis pas sûr que ce soit le bon subreddit pour ça, mais en gros, un de mes voisins dans mon immeuble a changé. Quand nous avons emménagé, il était le seul voisin à nous dire bonjour en nous croisant. Il commentait toujours les t-shirts de groupe que mon copain et moi portions, et au Nouvel An, nous avons eu une longue conversation sur les voitures et d'autres choses. Je pense qu'il était peut-être autiste et qu'il vivait avec d'autres personnes autistes. Désolé si ça paraît impoli, ce n'est pas mon intention. Il nous avait donné une longue liste de surnoms amusants pour lui, il était toujours de bonne humeur. Il faisait du skateboard sur le parking en chantant du Mötley Crüe. Eh bien, il y a quelques mois, tout à coup, il a commencé à agir complètement différemment juste après les vacances d'hiver. Genre, effrayant de différence. Un jour, on lui a demandé s'il avait découvert de nouveaux groupes récemment, voici sa réponse. Non, je n'écoute plus ce genre de truc, c'est pour le diable. J'adore Jésus maintenant, et il s'en va. Mon copain et moi, on se regarde genre, quoi ? Depuis ce jour, je ne l'entends dire que des versets de la Bible. Il est constamment, et je veux dire vraiment constamment, en train de la lire à voix haute. La semaine dernière, en marchant vers l'immeuble, j'ai levé les yeux vers son balcon, il a ouvert la porte et m'a dit des prières étranges. La seule partie dont je me souviens vraiment, c'est qu'il a terminé par quelque chose comme « Tu iras bien tant que tu suis Jésus ». Puis, l'autre jour, je passais devant leur porte et j'ai entendu une voix très forte, à la télévision je suppose, qui parlait de secte, tandis que plusieurs personnes, y compris lui, criaient des versets bibliques. Ils lisaient chacun un passage différent de la Bible à voix haute. Aujourd'hui, je suis passé devant et j'ai entendu ça sans savoir quoi en penser. J'ai enregistré un petit extrait parce que je ne voulais pas qu'il me voie basteux. Je m'inquiète juste pour lui parce qu'il a vraiment été gentil avec nous. Il avait une forte personnalité, maintenant il semble endoctriné. Est-ce que ça semble extrêmement louche à quelqu'un d'autre ou est-ce que je devrais simplement m'occuper de mes affaires à la Tsitslar ? Oh, je suis situé dans le sud de l'Illinois si ça peut aider. Il a aussi partagé le lien de la vidéo citée dans le post. J'ai eu du mal à comprendre grand-chose dans cette vidéo. J'ai compris quelque chose comme « Comment êtes-vous censé protéger la Chine ?» puis quelque chose à propos d'une méga alliance d'après-guerre, et ensuite quelque chose à propos d'envahir la Chine. Cependant, les commentaires ont identifié l'audio comme une vidéo remixée de Bill Wurtz. Des personnes dans les commentaires ont dit que ce n'était peut-être pas si étrange. Si Annie a raison et que le voisin est autiste, cela expliquerait sans doute pourquoi il écoute ça en boucle.
D'autres signes montrent que quelque chose ne va pas chez lui, comme sa soudaine perte d'intérêt pour la musique qu'il aimait et sa déclaration que c'était pour le diable. Annie remarque dans un commentaire que sa personnalité a disparu, qu'il ne parle plus que de Jésus de façon triste ou effrayée. Ce sont de gros signaux d'alarme et je comprends son inquiétude. Ma première pensée, c'est que le voisin souffre peut-être soudainement de symptômes de schizophrénie ou d'une autre maladie mentale similaire. Ce n'est pas rare, en fait c'est même un peu un cliché dans les films et les séries que des personnes deviennent soudainement très religieuses ou s'intéressent beaucoup aux activités liées aux sectes pendant un épisode maniaque ou une psychose. Je n'étais pas la seule à me demander cela. Le commentaire le plus populaire dit « Ma tante, qui a eu son premier enfant à plus de 30 ans, s'est mise à agir étrangement et à publier des propos ressemblant à de la propagande de secte pour notre famille. » C'est allé jusqu'à ce qu'elle assiste à des conventions et leur donne presque tout son argent. Elle avait une obsession étrange pour Jésus et pensait que les Juifs étaient comme maléfiques, des comportements vraiment bizarres. Il s'est avéré qu'elle avait développé une schizophrénie et qu'elle avait commencé à avoir ses premières crises déclenchées par l'accouchement difficile qu'elle avait traversé. Mais c'est ça avec la schizophrénie. Elle peut se développer quand on a 20 ou 30 ans et une personne peut parfois changer du jour au lendemain. J'espère que ce n'est pas arrivé à votre voisin, mais cela pourrait l'expliquer. Si la nouvelle personnalité du voisin vient d'une maladie mentale, c'est vraiment triste que cela l'ait autant changé. Je suppose qu'Annie pourrait demander un contrôle de bien-être pour lui, mais à part ça, je ne suis pas vraiment sûre qu'elle puisse faire quoi que ce soit puisqu'elle n'est pas de la famille et qu'on ne sait même pas s'il a de la famille. Il est tout à fait possible que son changement de personnalité soit uniquement dû à une maladie mentale et qu'il se soit intéressé à la religion de son propre chef. Autre possibilité plus préoccupante, ses proches l'auraient endoctriné dans une secte ou une religion. La durée de sa cohabitation ou la profondeur de ses liens n'est pas précisée, mais il s'intéressait peut-être déjà à cela à son arrivée et l'ont progressivement entraîné. Ou alors, si tous vivent ensemble depuis longtemps, il se peut qu'une personne se soit intéressée à cela et ait progressivement convaincu les autres. Cela aurait pu coïncider avec une crise soudaine chez le voisin, ce qui aurait pu le rendre plus vulnérable à la radicalisation. Ce ne sont que des suppositions, car on ignore tout des personnes avec qui il vit, sauf l'hypothèse d'Annie qu'elle pourrait aussi être autiste. Peu importe ce qui arrive ici, j'espère que le voisin pourra recevoir l'aide nécessaire. Un post récent sur RBI a attiré mon attention, publié par Lost in the Source Band, intitulé « On m'a donné un téléphone Android gratuit subventionné par le gouvernement via Assurance Wireless, modèle ANSUL 40 ». L'appareil contenait des publicités, du bloatware et peut-être des logiciels espions. Il installe souvent des applis seuls. La batterie, bien qu'amovible, est scotchée dessous et indiquée non amovible. Je suis ici pour essayer de trouver quelqu'un à qui je peux envoyer cet appareil pour qu'il puisse l'examiner correctement. Sinon, j'aimerais demander si quelqu'un a des idées sur le logiciel dont j'aurais besoin pour faire le travail moi-même. J'ai retiré la batterie après que l'appareil est complètement figé et j'ai découvert avec surprise un ruban adhésif double face cachée sous la batterie pour la faire paraître non amovible. De plus, un avertissement sur la batterie précise qu'elle est intégrée et non amovible. Ne démontez pas et ne jetez pas au feu, ne comprimez pas. Un autocollant d'avertissement couvrait aussi le bas de la batterie, masquant une jointure et suggérant qu'elle était interne. Je n'ai retiré la batterie qu'après avoir enlevé l'autocollant et inséré un médiator dans l'espace couvert. Je pourrais vous décrire toutes les choses douteuses et effrayantes vécues avec cet appareil, mais au final, il est gravement sous-alimenté et fonctionne sous une vieille version d'Android. Les plantages sont parfois simplement des plantages et les logiciels indésirables ne sont pas forcément des espions. En ligne, des gens citaient des applications à désinstaller, suspectées d'être malveillantes. Le problème, c'est que lorsque je désinstallais certaines applications, notamment l'application d'enregistrement vocal qui était particulièrement malveillante et dont on parlait en ligne comme l'une des applications à désinstaller, l'appareil m'affichait des pop-up sans fin et devenait inutilisable, nécessitant une réinitialisation complète via le menu de récupération pour fonctionner à nouveau. Je route et flash des ROM Android depuis le premier Droid et je trouve ce vieux système d'exploitation très étrange. Personnellement, je pense qu'ils espionnent les personnes les moins chanceuses. Si ce n'est pas par le système d'exploitation ou les logiciels préinstallés, c'est par le modem relié en permanence à la batterie avec un firmware propriétaire. Ils vendent nos données, mais comme l'appareil est gratuit et que tout le monde le fait, c'est attendu.
Ils demandent aussi d'envoyer ou recevoir un service de messagerie courte ou appellent tous les 30 jours pour garder l'appareil actif. Cette vidéo a éveillé ma curiosité sur le modem. Quelqu'un a-t-il des infos pour une ex-bombe un peu parano comme moi? Quelqu'un d'autre possède-t-il un appareil Android à faible puissance ou similaire d'assurance wireless? Si quelqu'un possède un appareil non modifié, j'adorerais faire une comparaison côte à côte pour montrer à quel point l'appareil était trompeur concernant sa batterie pourtant bien amovible. Je serais ravie de fournir quelques photos si quelqu'un pense que cela peut aider, mais des photos de l'appareil sont déjà disponibles en ligne, et j'ai déjà retiré cet autocollant et extrait la batterie. En lisant ce post la première fois, ça m'a fait flipper, mais en l'analysant, ce n'est peut-être pas si mystérieux. Par exemple, l'autocollant sur la batterie qui vous dit de ne pas la retirer, même si la batterie elle-même semblait amovible, apparemment ce n'est pas si rare pour cette marque de téléphone. De plus, lorsque l'auteur l'a retirée, elle était fixée avec du ruban adhésif double face, ce qui semble courant pour ce modèle. Vu cela, je ne comprends pas pourquoi les téléphones ne sont tout simplement pas conçus de façon à ce qu'on ne puisse littéralement pas retirer la batterie, comme si elle était vraiment à l'intérieur du téléphone. Quoi qu'il en soit, on peut au moins écarter toute suspicion sur la batterie. En ce qui concerne les logiciels publicitaires, l'auteur du post a déclaré qu'il recevait même des publicités sur l'écran de verrouillage du téléphone, ce qui, à ma connaissance, est assez inhabituel et pas très courant. Je me suis demandé si ce n'était pas juste le cas avec un téléphone subventionné par le gouvernement. Peut-être qu'on le paie en regardant les publicités, mais j'estime qu'on devrait être informé de cela dès la réception du téléphone. Or, l'auteur du post n'a jamais mentionné avoir été prévenu. L'auteur du post ne semble pas être totalement sûr que le téléphone contienne un logiciel espion, même s'il considère que c'est une possibilité probable. J'aurais aimé qu'ils donnent plus de détails sur leurs expériences avec le téléphone, et sur ce qui les a amenés à penser cela, mais il ne semble pas y avoir beaucoup d'informations à ce sujet. Ils ont déclaré dans un commentaire ultérieur qu'ils avaient ce téléphone depuis 2 ans et qu'ils avaient toujours trouvé quelque chose de suspect à son sujet, mais qu'ils avaient simplement douté d'eux-mêmes jusqu'à présent. L'auteur du post donne un exemple de quelque chose qui semblait vraiment suspect. Il a expliqué qu'en tentant de désinstaller l'application d'enregistreur vocal, de nombreuses fenêtres pop-up sont apparues, rendant le téléphone inutilisable et nécessitant une réinitialisation d'usine, ce qui est vraiment étrange. Je le pense vraiment. Ça pourrait être une coïncidence, mais c'est quand même bizarre que ce soit justement l'enregistreur vocal, parmi tout le reste. Je veux dire, si quelqu'un voulait vraiment l'espionner, on pourrait penser qu'il aurait justement besoin de cette application pour le faire. C'est aussi étrange que le téléphone télécharge des applications tout seul. Je pense que ce n'est pas inédit. Certains sites peuvent télécharger des fichiers ou applis sur ton téléphone sans que tu t'en aperçoives. Je me demande donc si Opérateur a visité l'un de ces sites ou s'il y a une autre explication logique. C'est juste difficile à dire sans plus de détails sur le sujet. Et pour être honnête, je pense qu'aucune de ces choses, prises individuellement, ne semble vraiment suspecte. Je veux dire, je trouve que l'histoire du dictaphone est plutôt suspecte, mais les autres choses ne semblent pas si louches prises séparément, mais quand on les additionne, ça paraît quand même un peu louche, je suppose. Malwarebytes a d'ailleurs publié un article à ce sujet. Ils ont reçu un téléphone identique à celui de l'auteur pour l'analyser et détecter d'éventuels éléments suspects. La situation était presque identique. Un téléphone subventionné par le gouvernement avec des fonctionnalités inquiétantes et un logiciel espion suspecté. Des applications se sont téléchargées automatiquement, probablement parce que l'application des paramètres pouvait installer des apps depuis une boutique tierce. Les applications téléchargées étaient sûres, mais il reste possible que des applications dangereuses soient téléchargées à l'avenir. Il y avait une application de mise à jour sans fil sur le téléphone qui, selon l'article, est classée comme un programme potentiellement indésirable, Riskware Auto-Installer, ayant la capacité d'installer des applications sans le consentement ou la connaissance de l'utilisateur, et elle avait effectivement installé des applications à l'insu ou sans le consentement de l'utilisateur. On ne sait pas si le téléphone de Opérateur avait les mêmes problèmes que celui-ci, mais il est notable qu'il n'était ni le premier à s'inquiéter, ni à rencontrer ce genre de situation avec un téléphone subventionné par le gouvernement. Ce n'était pas le seul article, j'en ai trouvé d'autres sur le même sujet. Ils ont contacté les entreprises sans réponse reçue. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je pense qu'il est assez improbable que le gouvernement utilise réellement ces téléphones pour espionner les gens. S'il voulait vraiment espionner, il n'aurait même pas besoin de toucher physiquement un téléphone. Je pense qu'il est possible que le fabricant ou d'autres entreprises qui ont eu le téléphone entre les mains avant de le vendre au gouvernement aient effectivement installé certaines de ces choses pour collecter des données sur les utilisateurs.
J'imagine qu'on ne peut pas exclure la possibilité que le gouvernement ait été au courant de cela et qu'il ait su que c'est pour cette raison que les téléphones étaient si bon marché, mais il n'y a aucune preuve de cela. Il est possible que, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un tire profit de ces téléphones, que ce soit grâce à la collecte de données ou aux applications présentes sur le téléphone. Peut-être qu'elles venaient d'entreprises qui ont payé pour qu'elles soient installées dessus. Mais peut-être que rien de tout cela n'est malveillant. Il se pourrait simplement que ce soit un téléphone mal reconditionné. Je pense que le fait que l'enregistreur vocal ne puisse pas être désinstallé, c'est probablement la chose la plus suspecte, mais encore une fois, ça pourrait juste être une coïncidence. Si quelqu'un en sait plus, qu'il intervienne dans les commentaires. Honnêtement, en analysant, ce n'est pas si mystérieux. Même l'auteur finit par admettre que ce n'était peut-être pas si mystérieux au départ. Ça pourrait être louche et je ne serais pas surprise qu'une entreprise en profite, via les pubs ou la collecte de données. Mais si tu as vu The Social Dilemma, tu sais que ça arrive de toute façon sans qu'on ait vraiment notre mot à dire. Si tu utilises la technologie et que tu es présente en ligne, alors on va collecter des données sur toi, que tu en sois consciente ou non. Partagez vos avis, théories et suggestions pour de futures vidéos dans les commentaires. Si t'as aimé la vidéo, like et abonne-toi.